T'as plein de chaînes YouTube de documentaires animaliers faits par l'IA. Quand tu penses à la complexité de produire ce genre de format, d'aller dans la savane avec des objectifs super chers, te planquer dans la brousse pendant des heures, tu crois que les gens vont être motivés à aller faire ça? Ça va être que de l'IA. On va voir dans un film Macron qui va débarquer, François Hollande qui va débarquer en train de twerker. Tu vois, il va bouger le film. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton expérience sur le live parce que moi je m'y mets cette année. Maintenant, toutes les caméras, elles font des lives. Tu vois ça ou pas? C'est un ovni, c'est quoi? C'est une caméra pour faire des lives. Tu peux brancher 4 caméras ici et c'est pour faire des lives. Tu sais, moi mes lives, c'est la caméra frontale du iPad, hein, Non, je m'en bats les couilles. L'année dernière, t'es devenu père. Quand t'es un entrepreneur, que t'as de l'ambition, comment ça a changé ton quotidien? Mange. Non, refais. T'es un enfoiré, tu vas me mettre dans ton truc, vas-y. Tu l'aimais pas, hein, je te jure. Hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de création de contenu, de business en ligne. Je suis avec un invité de marque, Monsieur Sabri Tai, qui a la plus grosse chaîne YouTube francophone sur la Thaïlande. Je pense sincèrement que tout Français qui aime la Thaïlande ou qui a passé du temps là-bas te connaît. Tout le monde te connaît, honnêtement. Attends, mais c'est quoi ça? Tu me mets mal à l'aise, vas-y. Refais. Tout le monde te connaît. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Calmons-nous, Allez, restons. on se calme. Ok. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu, de business en ligne. Je suis avec Monsieur Sabri Tai. Toi, ça fait longtemps que tu es dans le business en ligne. Qu'est-ce que tu as testé au fil des années et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par le SEO. Là, j'ai appris les rouages du SEO, du référencement. Donc, j'ai bossé sur une niche. La première niche, c'était le voyage. Deuxième, c'était le shipping, pas le dropshipping, mais tout ce qui est transitaire. Et c'est ensuite que j'ai lancé une chaîne YouTube, mais pour du pur divertissement. Et du coup, ça- ça- tu t'es pas rassasié. Et du coup, si tu veux, j'ai lancé une chaîne YouTube pour du divertissement qui, par la suite, s'est focalisée sur l'expatriation. Voilà. Donc, c'est devenu une chaîne business. Pas business, mais orientée quand même à cette expatriation. Donc, monétisable, on va dire. Monétisable en termes de services. Beaucoup de créateurs de contenu, en fait, pensent, ceux qui se lancent surtout, pensent que, en fait, on va vivre de YouTube, de AdSense Money. Mais en fait, faut trouver, on se sert de YouTube pour trouver des clients. C'est quand même un sujet dont je voulais parler avec toi, la fameuse YouTube Money, Facebook Money, Snapchat Money, donc la thune des vues. Parce que toi, tu m'avais montré, hein, tu as fait beaucoup de revenus avec ce modèle-là. Est-ce que ça marche vraiment aujourd'hui? Auparavant, oui, non, mais c'est pas stable. Je veux dire, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu cherches quand même une stabilité, tu vois. Et je ne pense pas que ce modèle-là soit intéressant sur du long terme. Voilà, honnêtement. Voilà. Parce que tu restes prisonnier quand même de viralité, de devoir faire des milliers, des millions de vues, tu vois. Et c'est pas top. Honnêtement, je le reconseille pas. T'as pas une stabilité émotionnelle, tu vois. T'as des vidéos qui cartonnent, donc ok, tes revenus ça monte, et puis le jour où ça redescend, bah tu vois, c'est pas, je le recommande pas honnêtement. Je recommande quand même, quitte à gagner moins, et quand même d'étaler ses revenus, que ce soit stable, tu vois. Pour moi, la stabilité émotionnelle, c'est le critère le plus important pour un entrepreneur. Ça te permet de voir au loin, tu vois. Et surtout, ça te permet de te dire, ah, ok, par mois, ben, je pourrais investir telle somme, tu vois. Mettre, je sais pas moi, dans des ETF, dans la crypto. Mais quand tu fais ça, les montagnes russes, c'est pas bon. On a tous les deux eu un parcours similaire là-dessus. On a fait beaucoup de viralité. Toi, sur la niche Thaïlande, avec tes vidéos interviews d'expatriés qui ont fait certaines plusieurs millions de vues. Sur Facebook aussi, tu cartonnes sur Facebook. Tu as des vidéos Facebook, Tu sais, moi, tu m'avais appris que Facebook, ça existait encore. J'avais l'impression que c'était un vieux réseau social enterré depuis des années. Et tu m'as montré tes chiffres sur Facebook, et c'était même plus que sur YouTube. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle ce jour-là, t'as pété un câble, je t'avais dit. Ouais. Je t'avais dit, on a de sens, à un moment, ça s'est rapproché des 10K. T'as dit quoi? Facebook? Facebook Pay? Ouais. J'ai dit oui. Non. Facebook, à un moment donné, ils avaient intégré les pubs in-stream. Je sais pas si tu te rappelles, les in-stream pubs. Et ces pubs-là, en fait, si tu veux, elles duraient carrément 30 secondes. T'avais pas moyen de skip la vidéo. Il fallait voir la publicité. Tu vois? Donc, quand tu as une vidéo qui fait 2 millions, 3 millions,
Et c'est à base de in-stream, etc. Voilà. Ils ont revu leur modèle, l'algorithme a changé. Maintenant, peu importe les vidéos, eh bien, ta vidéo est classée dans la catégorie réelle. Ok, Tu vois, ou pas. d'accord. Voilà. Maintenant, sur Facebook, il n'y a que des réels, tu vois. Donc, depuis l'arrivée de TikTok, j'ai l'impression que ça a flingué tout le monde. Je veux pas te mentir, je regrette un peu l'arrivée de TikTok. J'aurais préféré que TikTok ne soit pas là. Tu vois? Parce D'accord. que ça a changé. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Avant, on pouvait se poser, on pouvait regarder une vidéo normalement, tu vois, de 20, 30 minutes, parfois prendre des notes. Tu vois, t'avais l'impression quand même que quand tu regardais le contenu avant, tu le consommais de façon intelligente, tu prenais voilà, des petites notes, etc. Maintenant, non. Tu vois? Au bout Mais pour moi, de... ce qui a changé avec TikTok, c'est que ça a complètement tué le concept de follower. Avant, tu suivais des comptes, tu étais abonné et tu Hmm. regardais vraiment le contenu que postaient ces comptes-là. Moi, j'avais ma base d'audience sur YouTube. Il y avait un nombre de vues stable, de vidéo en vidéo. Et quand TikTok a introduit son nouveau modèle d'algorithme que tout le monde a copié, on est passé sur une logique non pas de flux d'abonnement, mais de flux for you, où c'est l'algorithme qui choisit ce que tu vas regarder et qui va surtout te montrer des contenus de comptes que tu ne suis pas déjà, parce qu'il part du principe que tu ne sais pas le contenu que tu vas aimer, tu vois. Et de moins en moins, les gens sont allés regarder les vidéos des comptes auxquels ils étaient abonnés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des chaînes, surtout des vieilles chaînes anciennes. Tu vois, ma chaîne, par exemple, qui est quand même une chaîne dinosaure, elle a 10 ans d'existence, celle sur le développement personnel. Il y a 700, quasiment 50 000 abonnés, quasiment 750 000 abonnés dessus aujourd'hui. Ok. Si je sors une vidéo comme ça, qui n'est pas optimisée, tu sais, je la fais un peu à l'arrache, je mets un titre et miniature, le premier truc qui me passe par la tête, parce que j'ai juste envie de faire passer un message. J'ai pas envie de faire de la viralité ou quoi que ce soit, mais ça va faire, je sais pas, 5 000 vues sur 750 000 abonnés. Hmm. Parce qu'en fait, le nombre d'abonnés aujourd'hui, c'est plus que de la vanity métrique, j'ai Ouais. l'impression. Ça peut jouer en ta faveur pour peut-être avoir des partenariats avec des marques, pour trouver des opportunités, parce que ça reste toujours impressionnant. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est sur un modèle où si tu veux faire du reach, tu es toujours obligé de jouer avec les codes des plateformes, de Hmm. faire un hook ultra optimisé. Alors, ça peut être une très bonne stratégie. Je pense que c'est aussi bien de penser comme ça en termes d'optimisation du watch time, de la rétention. Ça te fait tes compétences. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis que TikTok est arrivé, le nombre d'abonnés veut plus dire grand-chose en fait. Alors, c'est bien avant TikTok. C'est pas TikTok qui a tout changé, en fait. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais au début de YouTube, eh bien, si tu avais 50 000 abonnés, tu sortais une vidéo, ça la montrait à tes 50 000 abonnés. Et c'était pareil pour Facebook. Tu avais, je sais pas, 100, 200 abonnés, tu écris un post, ta tante, ton cousin, tout le monde va voir ce post-là. Tu vois? Et c'est à un moment donné qu'on a remanié. Parce que, si tu veux, avec ce fonctionnement-là, tu vas t'enfermer dans un microcosme, en fait, tu vois. Il y aura Hmm. que ta famille, tes cousins, tes trucs. Et du coup, voilà, on pourra pas forcément placer des publicités, te faire découvrir de créateurs. Le but, c'est quand même, c'est un réseau social, c'est de sociabiliser, tu vois. Et donc, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est l'algorithme qui prime ou est-ce que c'est l'utilisateur, tu vois? Est-ce que c'est l'être humain? Et en fait, si tu veux, si on part du principe que YouTube va montrer toutes tes vidéos à toi, Emilio, qu'à tes abonnés, mais il se trouve que sur 10 vidéos, tu vas faire 3 vidéos nazes, pourries, tu vois. Ça se trouve, tu vois. Peut-être que tu vas dire, oh, j'ai la flemme, allez, je vais faire des vidéos nulles. Et t'imagines, les algorithmes, il va quand même les montrer à tes abonnés, tu vois. Je pense que l'algorithme, à un moment donné, bien avant l'arrivée TikTok, a été remanié pour permettre une expérience humaine positive. Voilà. Si les gens aiment ta vidéo, voilà, un petit échantillon aime ta vidéo, elle est propulsée à plus de gens, et ainsi de suite. Ça fait l'effet de cascade, en fait, tu vois. C'est comme un effet papillon. Ouais. Les gens aiment, boum, ça passe au level 2, level 3, level 4, etc. Et je pense que c'est pas si mal comme ça. Parce que, C'est très bien. C'est très bien. Parce qu'en fait, si tu n'as pas ce mécanisme-là, comment tu te fais découvrir? Si tu es un nouveau, tu lances ta chaîne, tu fais du c'est bon ça. contenu de qualité, il faut bien qu'il y ait un mécanisme qui permette de faire en sorte que l'algorithme mette ton contenu sous les yeux des personnes que ça pourrait intéresser. Et il y a un Sinon, prix à c'est pas payer. juste. Et il y a un prix C'est à un peu comme payer. un ascenseur social de YouTube. Tu fais du bon contenu, tu es récompensé pour ça et tu montes dans C'est le ça. game. C'est ça. Et donc, en fait, le prix à payer, c'est que bah, parfois, tu fais une vidéo, tu as 700 000 abonnés, ben, il va pas la montrer à tes 700 000 abonnés. Et peut-être que tes 700 000 abonnés se sont abonnés il y a 10 ans.
Parce que, voilà, maintenant, ils sont passés à autre chose. Maintenant, ils s'intéressent à la spiritualité, à la magie, et ils en ont rien à cirer des Milo, tu vois, peut-être. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je pense que l'algorithme est au service de l'humain, d'accord? Donc, je vois beaucoup de créateurs aussi qui essayent de comprendre l'algorithme. Non, mais l'algorithme aime ça. Non, l'algorithme, il sert l'humain, tu vois? Un truc que je prends souvent comme exemple pour ça, c'est quand j'ai lancé mon compte TikTok en août Hmm. 2022. Je partais de zéro, je connaissais rien à cette plateforme et je ne l'ai même pas installée sur mon téléphone. C'était mon frère qui publiait pour moi parce que c'était l'algorithme est géolocalisé de TikTok. C'est Donc il vrai, faut c'est que tu vrai. publies dans le pays de ton audience. Et donc moi, je n'ai pas touché à cette application. De toute façon, pour moi, c'est une application satanique. Il vaut mieux y rester loin, en rester très loin. Néanmoins, sans rien connaître aux techniques, à la culture, aux hacks algorithmiques de TikTok, juste parce que le contenu était bon, parce que le hook était accrocheur, parce que le sujet intéressait vraiment les gens, je suis passé en 3 mois de 0 à 400 000 abonnés. Alors que je ne connaissais rien à TikTok, je l'avais même pas sur mon téléphone. Juste, Hmm. j'envoyais le fichier vidéo à mon frère, il le publiait. Et donc, en fait, tout ce qui compte, c'est que le contenu soit intéressant pour l'audience. Déjà, la première chose, c'est le sujet. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, mais tu peux pas faire un bon contenu sans un sujet qui, de base, intéresse les gens. Hmm. Après, par-dessus ça, tu vas rajouter le hook. Donc, comment est-ce que tu vas marketer ton sujet? Quel est Ouais. l'angle de ton sujet que tu vas prendre? Et comment tu vas le montrer? Comment tu vas l'exprimer de sorte à ce que ça interpelle et que les gens aient envie de cliquer dessus? Et puis après seulement, tu vas avoir donc le script de ta vidéo, tout ce que tu dis, et puis le montage. Le montage peut être important pour ajouter du dynamisme. Ça reste secondaire par rapport au sujet et au hook. Hmm. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le sujet de base doit être bien. C'est pour ça que si tu as envie de te lancer, si des gens veulent se lancer aujourd'hui, il faut d'ores et déjà réfléchir quand même à la niche, la thématique, tu vois. Si tu me Ouais. dis aujourd'hui, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, j'ai envie de parler des jeux vidéo, bah, je vais te dire, c'est quoi ton business model, quoi, tu vois. Est-ce que déjà, ça va être compliqué de faire des vues, qu'est-ce que tu as envie de proposer comme service, tu vois. C'est important de pas trop suivre sa passion non plus, tu vois, parfois. Donc, certains veulent vivre de leur passion. Je pense que parfois, il faut, voilà, la thématique est importante. Donc, moi, c'était un hasard, on va dire, que je me suis lancé, on va dire, dans le divertissement, enfin, divertissement, le vlog, on va dire, YouTube. Et puis après, ça s'est orienté vers l'expatriation. Donc, ça, c'est. Et surtout, toi, tu étais quand même sur une niche ultra spécifique. Et en plus, tu Hmm. avais, alors moi, ce que j'appelle une douve, enfin, c'est Warren Buffett à la base qui appelle ça une douve, c'est l'avantage concurrentiel qui va protéger un business de la concurrence. Quand toi, tu te lances sur la Thaïlande, tu vis en Hmm. Thaïlande, c'est le cas de très peu de personnes en réalité qui pourraient vouloir te concurrencer. Il y a peu Ah, d'accord. de candidats à te concurrencer toi sur ce sujet-là. Parce que toi, tu vis en Thaïlande, tu es expatrié, ça représente qu'une très petite pourcentage de la population française, les gens qui sont expatriés en Thaïlande. Et donc, tu as quelque chose d'unique dont tu peux te servir comme un effet de levier pour créer du contenu unique et captivant. Et ça peut être une niche comme ça l'a été pour toi. Ça peut aussi être un vécu particulier. Je vois beaucoup de gens qui explosent sur les réseaux parce que ils montrent leur métier. Par exemple, je sais pas, tu es videur de boîte de nuit et tu montres le quotidien de ton métier sur TikTok. Les gens sont curieux de voir ce genre de choses. Je sais pas Ouais. si tu connais l'huisier affineur, le fromager suisse qui montre ses fromages dans sa cave. En fait, pour lui, c'est super facile. Il fait que Hmm. montrer son quotidien, avec, il montre les fromages, les méthodes de fabrication, d'affinage, etc. Et c'est des choses que les gens ne voient pas dans le quotidien, et donc ça les intéresse, et ça cartonne. Après, évidemment, il rajoute à ça, peut-être c'est sa famille qui l'aide, mais une bonne connaissance des codes de la viralité, des réseaux, pour faire du contenu vraiment croustillant, et ça explose sur TikTok. Et il faut toujours se demander, quand je me lance sur les réseaux en partant de zéro, pourquoi on me regarderait moi et pas un autre Gugus qui fait la même chose? Surtout, tu en as beaucoup qui vont lancer leur chaîne de développement personnel, où ils vont parler de productivité, de comment surmonter tes croyances limitantes, comment, tu vois, ce genre de contenu qui a été déjà fait 50 000 fois peut-être. Et donc, ça peut être bien de se lancer d'abord juste pour passer à l'action, pour monter en compétences, apprendre à faire des vidéos, mais au bout d'un moment, il faut réussir à faire que tes vidéos soient un produit séduisant, que les gens aient vraiment un intérêt à les regarder et pas que ce soit quelque chose où tu es remplacé déjà par ChatGPT, parce que ChatGPT aujourd'hui, il te donne toute l'information. Si la seule valeur que tu apportes, c'est de l'information brute, tu as même pas de raison d'exister sur les Hmm. réseaux, parce Ouais. que tu n'apportes rien
que ChatGPT n'apporte pas et ChatGPT le fait mieux que toi. Après, je pense que c'est deux stratégies totalement différentes, hein, si tu fais TikTok ou YouTube. Parce que tu as beau avoir la visibilité que tu veux, enfin des centaines de milliers de vues, voire des millions sur TikTok. euh, Tu vois, d'un point de vue business, je préfère largement faire moins de vues, mais sur YouTube. Tu vois, imagine, tu regardes la vidéo d'un créateur qui a fait une vidéo allez, de 40 à 50 minutes. D'accord? Euh, Tu vois, l'audience a quand même passé 40 minutes avec cette personne, si elle a regardé la vidéo dans son intégralité. Tu vois? Et en fait, si tu veux, TikTok, tu as regardé 15 secondes, ou 20 secondes, ou 30 secondes de la personne. D'accord? Donc, ce qui fait que ça a pour conséquence, tu vas te rappeler que c'est le mec qui coupe son fromage, mais tu vas pas te rappeler de son nom, ou tu vas pas te rappeler, à moins de voir, tu vois. Et on dit toujours que pour qu'une audience, un mec de ton audience passe à l'achat, il faut qu'il passe une certaine durée de temps, d'accord? Genre 10 heures avec ton contenu. Et ensuite, il passe à l'achat, par exemple, si tu proposes un produit. Tu vois? Imagine combien de contenu il faut pour faire ces 10 heures-là sur TikTok, tu vois. Voilà. Je vais te donner juste un exemple tout simple, c'est que beaucoup de personnes maintenant me reconnaissent un peu dans la rue, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en France ou en Suisse, tu vois. Ils m'arrêtent. Donc certains qui m'arrêtent de YouTube, ils savent d'où je viens. Ils me disent, Sabri, t'es de Saint-Etienne, t'as fait ci, je me rappelle quand t'as fait ça. Ils connaissent mon nom. Et puis, t'as d'autres mecs, ils me disent, hey, c'est pas toi là qui fais les vidéos sur la Thaïlande? Et ils savent pas mon nom. Et je lui dis, tu me suis d'où? Moi, je t'ai vu sur TikTok. Ou l'autre, ouais, je t'ai vu sur Insta. Tu vois? Donc, Ouais. c'est ça. L'avantage, c'est, hey, c'est pas toi là, le mec de truc. Et sur YouTube, oh, salut Sabrita, et tu vas bien? Ah, je pensais que t'étais en France, etc. Tu vois? Donc, en fait, pour faire du personal branding, il n'y a pas photo. Il faut aller sur YouTube. Honnêtement, il faut aller sur YouTube. Même si c'est plus dur, il faut bosser, se remuer les ménages, bosser. Parce que le problème, c'est que TikTok te donne un pic de dopamine très très vite. Tu as des vues, donc tu rentres dans un cercle vicieux un peu ou vertueux. Et en fait, tu te dis, ah ouais, j'ai fait 3000 vues, c'est magnifique. Et tu vas refaire, ah ouais, j'ai fait 5000 vues. Mais regarde l'autre, il fait des vidéos sur YouTube, il a fait juste 3000 vues, j'ai fait 5000. Ouais, mais il a fait une vidéo scriptée de 30 minutes. Et beaucoup ignorent totalement que certains créateurs, juste avec 1000 abonnés, ils arrivent à faire 10 000, 15 000 euros par mois. Tu vois? Parce qu'ils ont un bon tunnel de vente, ils ont une vidéo qui ressemble à une VSL avec beaucoup de valeur, et puis ils proposent un produit à la fin. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as 1000 abonnés d'un côté que tu n'as pas d'argent. Et c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés sur TikTok que tu il y en a qui n'ont même pas un SMIC. Et c'est vrai que le nombre de vues, c'est un leurre. On se fait aveugler par ça et c'est très addictif. Parce que les plateformes, elles veulent que tu sois accro à ça parce que c'est ce qui va te faire recréer plus de contenu, qui va faire plus de watch time. Alors que nous, si on a un business derrière, en fait, on s'en fout de faire des millions de vues. C'est pas ça qui va nous payer le loyer ou nous remplir Mm. le frigo. Ce qui compte, c'est de vendre nos produits et services. Ça, faut toujours le garder en tête. Et si on est tout le temps à regarder les chiffres, tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je fais très attention à ne pas trop regarder les performances de mes contenus. Parce que je sais que si, quand je publie une vidéo, bah, dès le lendemain matin, je vais aller sur YouTube, regarder combien de vues elle a fait, ça va m'affecter. Un peu comme quand tu investis en bourse et que tu regardes le cours de la bourse tous les jours. Si Mm. ça monte, bah, tu as, ton petit shoot de dopamine, d'euphorie. Et si ça baisse, tu es là, ah merde, ça a baissé. Ouais, Alors que ça n'a absolument aucun sens. Ce qu'il ouais. faut, c'est dézoomer, voir la grande image à Bah, long terme et ne c'est pas être tout le l'ego. temps la tête dans le guidon sur des C'est choses qui c'est- n'ont aucun c'est ton sens. ego, en fait, qui prend. Tu vois, les vues, c'est du pur ego, en fait. Tu vois, il faut Hmm. ranger son ego de côté. Et c'est comme ça, tu vois. Il faut se dire, bon, bah, voilà, je fais des vidéos qui font. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que TikTok, c'est ton ego. Et honnêtement, après, j'ai toujours lance-toi dans la plateforme que tu aimes regarder. Voilà, Hmm. tu vois, parce que c'est tellement difficile, tu vois, ça, tu es obligé de dépenser de l'argent, acheter du matériel, passer du temps à créer une vidéo, tu vois, c'est quand même un process. On a chacun notre propre process. Et, voilà, il vaut mieux faire que ce process soit agréable à vivre, tu vois. Donc, si tu regardes YouTube à fond, bah, lance-toi sur YouTube. Je pense que TikTok, c'est pas aussi puissant que YouTube pour, on va dire, faire du business. Mais
si t'as pas le choix, si t'aimes TikTok, bah, lance-toi sur TikTok et puis essaye de mettre en place un tunnel de vente qui soit, tu vois. Mais pour moi, TikTok, à chaque fois que j'y vais ou que je fais des lives, franchement, c'est une appli, il y a beaucoup de cassos quand même, hein. Beaucoup, hein. Ouais, Non? ouais, Ouais. probablement, ouais. Mais ce qui Ouais. est quand même super intéressant sur TikTok, c'est que financièrement, tu peux faire beaucoup d'argent avec la monétisation. Ils ont un programme pour les créateurs en France. C'est pas disponible dans tous les pays, mais c'est disponible en France. Alors, ils te disent, ça va être 1 $ pour 1000 vues, mais en pratique, ça va plutôt être 30 centimes, 40 centimes pour 1000 vues. Mais pour 1000 vues TikTok, c'est absolument énorme. Et c'est-à-dire que si tu fais une vidéo qui fait 1 million de vues, ce qui est Hmm. quand même assez facile sur TikTok si tu comprends les codes de la viralité, si tu publies tous les jours, ça te rapporte déjà 300, 400 balles. Tu vois, ça peut te payer un Ouais. loyer Ah non, avec une ça peut être vidéo pas mal, TikTok hein. virale. Moi, j'avais testé ce modèle-là. J'étais monté, je sais pas combien d'argent j'ai fait avec ça, mais je l'ai pas testé très longtemps. J'ai dû faire peut-être 10K en tout cumulé sur plusieurs Ouais, mais comptes. ce n'est plus ce que c'est. La monétisation TikTok, ce n'est plus ce que c'est. Vraiment. Ce n'est plus ce que c'est. Apparemment, ça a baissé, de ce que j'ai entendu, ça a baissé, mais ça reste intéressant si tu charbonnes. Après, moi, le problème que j'ai avec ce modèle, c'est que tu construis rien. Tu fais tes vues, tu prends ta TikTok money, et après, qu'est-ce qui reste? Bah Ouais. rien. Tu construis pas. Tu construis pas. Tu es juste là à prendre la thune des investisseurs de TikTok qui arrosent les créateurs parce qu'ils veulent que les créateurs restent, mais tu construis pas de relation avec ton audience. L'audience ne t'appartient pas. Tu veux Ça, dire c'est aussi TikTok, la ils grosse sont subtilité déficitaires, sur hein? TikTok. Ils sont déficitaires? Je ne saurais pas te dire comment ils fonctionnent, mais ils ont un budget faramineux pour Hmm. arroser les créateurs. Et c'est pour ça que ce programme de TikTok pour la création existe. Ok. C'est parce qu'ils veulent concurrencer les autres plateformes sociales et dominer en fait ce marché ultra concurrentiel. Et donc, je pense qu'ils sont backés par des gros investisseurs, évidemment, hein, Hmm. TikTok. Ouais. En tout cas, moi, ma recommandation, c'est YouTube. Parce que YouTube, c'est là depuis quand même pas mal de temps. Et je pense que c'est voué à rester. YouTube, c'est quand même Google, c'est le deuxième moteur de recherche. Et, euh, et je sais pas, sur YouTube, en fait, YouTube aujourd'hui, c'est pas le concurrent de TikTok. Pour moi, YouTube, c'est le concurrent de Netflix, c'est le concurrent de CNews, tu vois, pour les informations, t'as tout ce que tu veux. T'as envie de regarder un Hmm. documentaire, t'as YouTube Film, tu vois. Et pour moi, c'est la meilleure plateforme. Voilà. Tu peux te poser calmement, regarder du contenu de façon posée, concentrée, tu vois. Et je trouve que la plateforme TikTok, c'est très vicieux quand même, parce que tu es là, tu scrolles, tu vois. C'est en fait accepter que quelqu'un te dise, tiens, toi, tu vas regarder ça. Tu vois, c'est un truc de dingue quand même, hein, tu vois. Hmm. Même si l'algorithme choisit, oui, mais parfois, il choisit du bon contenu pour toi. Mais parfois, tu as un truc farfelu, tu te dis, merde, je suis en train de regarder ça, qu'est-ce que je fous, tu vois, c'est 3 heures du mat. Ouais. Et c'est pas ouf. Et je pense qu'on a perdu, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'aimais bien parfois avoir des moments d'ennui dans ma journée. Des moments où je me fais chier. Hmm. Ah, tu vois. Et ça me manque, en fait. Et aujourd'hui, en fait, tu peux plus ressentir ça. Tu peux passer une vie entière. Je suis sûr que si on faisait le calcul, ça prendrait peut-être des années. Une vie entière à scroller, en fait. Tu vois. C'est possible, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont passer, je sais pas, peut-être 30% de leur vie ou 40 à scroller. Si on faisait un calcul détaillé, tu vois. Hmm. Tu penses que ça va où, ça? Est-ce que plus tard, ce sera dans le métaverse avec un casque Apple Vision Pro sur la tête? Ah, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Parce que je pense que c'est un flop d'ailleurs. Je pense ils sont en train de reculer un peu Apple, je crois, par rapport au Apple Ouais, Vision ouais. Pro. Ouais, je pense qu'ils sont en train de. Ouais. Ouais, c'est des C'est- technologies qui demandent du temps, qui sont pas assez matures. Peut-être que dans 10 ans, ce sera Oui, peut-être complètement dans 10 ans, différent, c'est qui comme les sait. Google Glass, tu vois, qui avaient fait apparition. Mm. Non, Et mais maintenant, on voit que Meta récupère la tech et commence à créer un vrai marché autour des lunettes connectées, hein. ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je trouve que je sais pas, pour le moment, je pense que peut-être dans 5 10 ans, comme tu as dit, ouais. Petit message de 30 secondes, si t'as la flemme de prendre des notes. Le problème quand t'écoutes un podcast, c'est que t'entends parler de plein d'outils, de citations, de livres, des hacks, des conseils, peu importe, mais 1 heure après avoir écouté l'épisode, t'as déjà oublié. Et c'est normal, mais c'est quand même bien con. C'est la raison pour laquelle, pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast Business Minimalist, j'ai tout rassemblé dans une fiche pépite, c'est gratuit, je te mets le lien en description, c'est juste un Google Doc, je t'ai tout mis dedans. Mais tu as vu la nouvelle loi qui est en train de passer en France pour interdire les réseaux sociaux en moins de 15 ans, tu vois? Alors non, dis-moi.
pour les moins de 15 ans, interdiction des Ouais, réseaux sociaux. Ce serait pas mal. Alors, je sais pas quelles sont les je trouve que conditions. c'est bien. Je trouve que c'est bien. Mais on s'était pas remis en question avant TikTok. On est d'accord. Ouais. Tu vois, quand il y avait YouTube, Facebook, tout était nickel. Tu vois. Mais là, le problème, c'est que toutes les plateformes sont en train de copier le modèle de TikTok. C'est tellement addictif, ça te déglingue tellement le cerveau que, tu vois, qu'ils prennent beaucoup de parts de marché, en fait. Tu vois. Mais alors, tu vois, il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, on a ce contenu ultra court qui te lobotomise le cerveau, et il y a plein de gens qui se branchent là-dessus toute la journée à scroller, Hum, qui se font littéralement traire leur attention comme une ressource. Mais de l'autre côté, les podcasts en ce moment, ça cartonne. Les lives, ça cartonne. Le contenu format long, le contenu avec une interaction humaine où tu te poses justement, il y a vraiment une explosion de ces formats-là. Et moi d'ailleurs, cette année 2026, je mise tout là-dessus. Là en ce hum. moment, je sors un épisode de podcast format long par semaine, comme celui qu'on est en train de faire là, et un live aussi par semaine que je fais tous les dimanches à 11 heures sur ma chaîne, Très et où on bien. parle de plein de sujets. Et pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui la stratégie gagnante, c'est de faire du contenu long. En tout cas, c'est ce que je fais. Tu fais du contenu long, et après tu prends des clippers qui vont découper ce contenu long en contenu plus court. Ça peut être des vidéos YouTube de 10-15 minutes, des segments, ça peut être des formats vertical shorts aussi que tu peux republier partout. Ça demande pas beaucoup de travail en plus, juste payer un clipper qui te le fait et t'as rien à faire de plus. Hum, T'as même hum. pas à poser ton cerveau là-dessus. Et après, ça peut, par effet de ruissellement, te ramener des gens sur tes formats longs et c'est là que tu vas créer la connexion. C'est là que tu vas approfondir la relation avec ton audience et ensuite que tu vas trouver des clients si tu proposes des produits et services derrière. Ok. Comment tu Alors, réfléchis, toi, aujourd'hui, en termes euh, stratégiques moi, je par rapport pense à que ça? un cerveau humain qui est habitué au format vertical, il va pas switcher sur le long. Tu vois, c'est ça en fait. Voilà. Tu penses pas que les gens consomment les deux? Oui, on consomme les deux, mais on a quand même quelques, tu vois, c'est très, à mon avis, c'est des miettes, hein. Là, on parle de miettes, tu vois. Si quelqu'un te Ouais. découvre en format lent, il va te regarder en format lent. Mais c'est rare où quelqu'un m'a découvert en TikTok et puis se dit, tu vois, à moins qu'ils se disent, oh punaise, mais elle est magnifique cette vidéo, elle est où la version complète, tu vois? C'est Cet rare, effet ça, alors. waouh, oui. Mais sinon, c'est rare. C'est comme il y a quelques années, certaines personnes disaient à d'autres, les gars, allez suivre telle personne, tu vois, qui faisait une publicité sur Snapchat, allez le suivre sur YouTube. Non. Les mecs, ils sont sur Snapchat, l'audience, ils veulent rester Hmm. sur Snap. Ils vont pas, tu vois, l'interplateforme, ça ne marche pas, et l'interformat ne marche pas aussi, pour moi, hein. C'est juste ma vision, ma lecture aujourd'hui, c'est l'interformat ne marche pas aussi, tu vois. Et donc, je l'ai constaté parce que je fais des milliers, des millions de vues sur mes verticaux. C'est pas pour autant que ça augmente mes formats longs, tu vois. Je te rejoins dans un sens, et pour moi, c'est la même chose. Je me suis mis à faire des lives depuis quelques temps. Et le live, c'est le format le plus authentique où tu peux mentir le moins possible. Aujourd'hui, tu vois, c'est pas que ça m'attriste, mais j'aime pas voir que du contenu scripté, tu vois, sur TikTok. Voilà. Hmm. Même les mecs qui viennent à Bangkok aussi, hein, t'en as plein. Salut, voilà, je suis arrivé à Bangkok, j'ai pris mon condo à 400 euros, et puis j'ai pris mes nuggets au 7-Eleven, tu vois. Tout un script, tu vois. Ils font ça sur CapCut, etc. Alors c'est du bon format, c'est agréable, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a des clones par milliers comme créateur, tu vois. Et que tous les contenus se ressemblent, et que ça sonne fake, en fait. Ça sonne fake, et puis il y a parfois aussi, il va y avoir un peu de plus en plus d'IA. Et je pense que le format de demain, ça va être du live. Certains, j'en mettrai ma main à couper. C'est du live. C'est les gens qui vont parler de façon brute de décoffrage. Tu vois? C'est pas des Hmm. mecs qui vont te parler avec un politiquement correct, etc. Et tout le format édité, etc., ça prendra de moins en moins de place. Tu vois? Voilà. Et c'est valable pour la télé. La télévision, à mon avis, demain, ils vont s'orienter vers du live parce que, tu vois, c'est le meilleur moyen de pas carotter les gens, quoi. Parce que sinon, tu as l'impression de te faire carotter partout. Là, aujourd'hui, là, hier, j'étais en train de scroller sur X. Tu vois. X, c'est quand même un peu plus. C'est un peu mieux, tu vois. Bon, il y a beaucoup de haters, C'est mais quand même une poubelle émotionnelle de oui, c'est une poubelle frustration et émotionnelle. d'indignation, hein. Mais il y a de l'actualité, tu vois. Il y a pas. Tu vois, t'as pas trop de Ok, gens ok. qui twerk ou qui font des trucs bizarres, tu vois. Ouais, C'est ouais, de c'est un autre l'actualité. délire. Voilà, c'est un autre délire. Et donc, si tu veux, t'as des vidéos. Et je vais dans les commentaires. Ah, c'est de l'IA. Punaise, je me dis, merde, je me suis fait avoir encore, tu vois. Et en fait, tu sais pas. Attends, tu sais,
Hier, franchement, j'ai eu honte. Je me suis fait avoir, mais comme un amateur, par une vidéo. Alors, en fin de journée, tu vois, je Hmm. me laissais un peu porter par l'algorithme et je tombe sur des vidéos de documentaires animaliers. Tu vois, moi, j'aime bien ça, les documentaires animaliers dans la savane. Et c'était Le le pingouin? ratel. Non, bah, t'es con, quoi. Je suis pris au sérieux en plus. Le ratel, tu sais, le blaireau immortel, qui a Hmm. une peau super épaisse, contre un léopard. Et en fait, ils se bagarrent et tout, ils se fight. T'as un autre blaireau qui arrive en renfort. Il y a les bébés, il faut qu'ils les protègent. Et c'était ultra réaliste. Je me suis fait avoir comme un bleu. C'était de l'IA. Et c'est Hmm. en lisant les commentaires après que j'ai vu qu'il y avait un commentaire avec plein de likes qui disait que c'était de l'IA. Et Ouais. après, je suis retourné voir et j'ai vu que, tu sais, le bébé Ratel, quand il est dans la bouche de la maman, en fait, il change de forme, il commence à ressembler à une espèce de truc bizarre. Et là, je me dis, oh putain, ah les cons. Et c'était impossible de voir la différence. C'était impossible. C'était trop bien fait. Et donc Hmm. maintenant, tu as plein de chaînes YouTube de documentaires animaliers faits par l'IA et tu peux pas faire la différence avec des vrais filmés par des humains. Et quand tu penses à la complexité de produire ce genre de format, d'aller dans la savane avec des objectifs super chers, te planquer dans la brousse pendant des heures pour Hmm. filmer des animaux, mais maintenant, tu crois que les gens vont être motivés à aller faire ça? Ça va être que de l'IA. Ouais, ça va être de l'IA ou ça va être, ça peut être du live. Tu vois? Le meilleur moyen de dire, écoutez, c'est pas de l'IA, c'est, tu vois? Parce que c'est vrai que t'as des mecs qui vont dans le froid, dans le cagnard, ils ont du matériel, des lenses à je ne sais combien de milliers d'euros, tu vois? Et qui attendent, qui passent parfois plusieurs jours, plusieurs semaines pour rencontrer tel animal, tu vois? Tu te rends compte de l'investissement. Et en fait, avec l'IA, tu crées ça. L'industrie du cinéma. Alors, si tu regardes le site Xfield, tu as un modèle qui s'appelle Kling, K-L-I-N-G. Tu vois? Et tu mets ta photo, d'accord? Une première photo. Et tu mets une deuxième photo. Tu mets par exemple allez, un couteau. Une deuxième photo d'un couteau. Et puis tu dis, j'aimerais que ce couteau-là euh, passe à côté de la tête de la personne ou qu'il le transperce un petit peu ici à l'épaule, etc. Et il va te créer une vidéo avec le couteau qui va te transpercer là, tu vois. Mais c'est très cinématique. Et puis après, tu vas aussi choisir l'angle. J'aimerais que l'angle se soit vu d'en dessous, tu vois. Et là, on va voir le couteau qui passe sur. En fait, ça va te générer. L'IA maintenant est devenue très compétente. Ça va te générer différents angles de vue. On peut imaginer que plus tard, au lieu de rappeler tous les acteurs et de leur dire, hey, les gars, revenez sur un truc, on doit retourner telle scène parce que Hmm. elle est foirée, bah, tu vois, ou complètement shooter un film. Je pense que cette année 2026, il va y avoir les premiers films entièrement faits avec IA. C'est Ah un ouais, truc tu de dingue. penses? Ouais, clairement, clairement. Sur Netflix, par exemple, tu penses qu'on aura des... Alors, je sais Ou, pas ou si Netflix vont peut-être pas sur mettre des YouTube standards. d'abord. Je pense que ça va commencer par YouTube, des choses Oui, ça va artisanales. commencer Parce que par des moi, je shorts. pense que d'un côté, ça va libérer une créativité phénoménale. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de positifs où on va se retrouver avec des créations artistiques qui étaient impossibles avant. Mais de l'autre côté, il va aussi y avoir un côté complètement dégène où ça va partir en couille avec des deepfakes de partout, faire dire des choses à des gens qui n'ont jamais dit ça. Est-ce que tu aimes le cinéma? Plus ou moins. J'ai des Plus ou films moins, que ok. j'aime bien. Je suis pas cinéphile, mais je connais pas mal Ok. de Alors, films quand moi, même. je suis passionné de films et je pense, après, c'est mon analyse, je sais pas si je me trompe ou pas, mais je pense que, tu vois, pour ma part, les meilleurs films, c'est les films des années 80-90. D'accord? Peut-être Hmm. début 2000 aussi. Des films comme L'Arme Fatale, des films comme Scarface, comme, tu vois, t'as plein de films à l'ancienne, Rocky, tout ça, tu vois. Et il y a un vrai jeu d'acteur. Pas d'effets spéciaux, t'as pas de dinosaures qui débarquent ou je ne sais quoi. Et c'est un vrai jeu d'acteur, c'est très authentique et tu vois la vraie émotion humaine. Moi, je pense que les prochaines années, on va peut-être revenir vers ces années-là, tu vois, vers des films avec des belles histoires humaines, etc. Tu vois, voilà. Ouais. C'est le seul moyen de contrecarrer, parce que c'est l'effet contre-intuitif en fait. Toi, tu imagines que peut-être on va faire, ça va libérer la créativité, mais tu sais très bien que quand tu laisses une technologie comme ça dans les mains de tout le monde, parce que c'est accessible à tout le monde, il va y avoir tout et n'importe quoi. On va voir dans un film Macron qui va débarquer, François Hollande qui va débarquer en train de twerker, tu vois, il va bouger le film et tu vas te dire, ah, je me suis bien fait avoir, tu vois. Et ça va casser la magie, l'immersion. Ouais. Mais tu sais que j'ai vu une vidéo récemment qui expliquait que
on avait perdu notre regard d'enfant sur les choses qui nous entourent. Mmh. Avant, quand il y avait, par exemple, une belle vidéo qui sortait ou une belle création artistique, on était toujours, émerveillés. Mmh. Alors que maintenant, il y a tellement du slop IA partout qui est produit, qu'on voit tout le temps sur les réseaux. On est tellement bombardé de choses, incroyables qu'en fait, on est complètement désensibilisé et il y a plus cette magie qu'on pouvait avoir avant à découvrir un bon contenu ou quelque chose Mmh. d'exceptionnel ou d'impressionnant visuellement. Maintenant, tout est tellement, dopaminergique et sophistiqué, avec de l'IA en plus par-dessus que notre cerveau juste, il se débranche et là: «Ouais, je m'en fous, ouais, OK, next, suivant». Tu as remarqué ça? Ouais, en fait, pour moi, l'élément le plus important, hein, c'est vraiment ça, c'est que quand on regarde aujourd'hui, quand on entend le commentaire, tiens, c'est réalisé par IA. Est-ce que tu le perçois positivement ou négativement? Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est un reproche? Tu vois, essaye de juste analyser ça. Quand on lit les commentaires, c'est généré par IA. C'est quoi? C'est un reproche ou c'est, tu vois? C'est ça qu'il faut arriver à analyser. Et c'est ça qui va faire que, en fait, alors, le contenu est positif, il est appréciable ou pas? Tu vois? C'est ça, en fait. Ouais. Bah, tu vois, récemment, je suis tombé sur, une chaîne YouTube qui s'appelle, Before It's Too Late et en fait, ce sont des seniors, des personnes âgées qui viennent Avant raconter que ce leur soit trop histoire. tard, hein, juste pour l'audience là qui n'est pas anglophone. Non, je Ah, déconne. quand même, abusez pas. Non, je déconne. Donc tu as des seniors, des personnes âgées qui viennent raconter leur histoire, partager leurs leçons de sagesse et cetera, leurs regrets, dans des vidéos, bien faites et cetera, qui font des millions de vues et sauf qu'en fait, tout est généré par IA. C'est du VEO3, Google VEO3. C'est très réaliste, hein, les textures de la peau Ah très oui, bien j'ai fait vu et ça. tu Je les ai tu vus. lis ouais, donc tu lis l'espace commentaire et c'est là que c'est alarmant. C'est que tout le monde se fait avoir. Peut-être 95 des commentaires, c'est des gens qui: «Ah oui, votre témoignage m'a fait pleurer, ça m'a ému, moi aussi je me C'est bien reconnais fait. dans votre C'est bien fait, histoire». ouais. Et en fait, le truc, c'est que là, cette chaîne, elle va au fond de la description, enterrée au fond de la description de la vidéo, il y a écrit: «Ce sont des histoires fausses, c'est généré par IA, machin». Mais ça les arrange bien que ce soit planqué tout au fond de la vidéo et que tout le monde croit et que tout le monde mette des commentaires émotionnels. Mm. S'il y avait écrit: «Ceci a été généré par une IA» en mode disclaimer dès les premières secondes de la vidéo, je pense que la réaction aurait été différente, effectivement. Parce qu'à partir du moment où tu sais que c'est fait par de l'IA, il y a un peu une connotation mauvaise qualité, cheap, quand c'est fait par de l'IA. Alors que là, pour moi, le problème de cet exemple-là, c'est qu'on te laisse croire que c'est un humain. On te fait croire que la personne existe vraiment. Mais après, si on si tu veux, s'il n'y a pas de mensonge, où on va essayer de te faire croire que c'est un humain alors que c'est pas un humain, si c'est par exemple un contenu informationnel, par exemple, j'étais aussi tombé sur une chaîne YouTube qui parle d'IA, de news sur l'IA et qui est faite avec de l'IA. Les vidéos, les b-rolls sont faits par IA, la voix, c'est du Eleven Labs. Mais là, le créateur de cette chaîne n'essaie pas de me faire croire que, c'est fait par un humain. Il y a Mm. pas de sous-entendu. Donc là, moi, ça me va, au final. C'est pareil, quand je lis disons une newsletter et que ça sonne un peu robot, mais si le sujet me passionne, si l'idée est stimulante intellectuellement, j'ai envie de la lire. Je m'en fous que ce soit fait avec une IA. Parce que la réalité, c'est que derrière ce contenu apparemment généré par IA, il y a une intention humaine. Il y a un humain, un cerveau humain qui a validé ça, qui a dit: «OK, c'est suffisamment bon comme produit pour que je l'envoie et que je considère que ça va, alimenter mon audience, que ça va plaire aux gens, et cetera». Je pense que souvent, on va opposer contenu généré par IA et contenu généré par humain, alors qu'en fait, c'est un spectre. Parce que moi, aujourd'hui, bah, je suis un humain. Je Mm. publie des choses sous mon nom, mais j'utilise l'IA partout. Ça ne veut pas dire que je fais du contenu pourri ou inauthentique. C'est juste que je gagne du temps. Mais c'est toujours moi qui, quand je vais cliquer sur publier, je considère que c'est un contenu suffisamment bon. Alors je me suis pas encore cloné avec l'IA, mais par exemple, quand j'envoie un email à ma liste, bah, je vais d'abord générer un premier jet avec l'IA. Tu sais, je vais dire, en vocal ou écrire vite fait à l'arrache en mode gros brouillon ce que je veux dire dans l'email. Je le mets dans l'IA, ça me fait mon mail et après je le modifie un petit coup quand même derrière pour que ça me D'ailleurs, convienne. dans ton dernier mail, t'as oublié de laisser. Est-ce que ce prompt vous convient? Tu l'as laissé? Tu sérieux? Non, je déconne. Non, par contre, Tu vois j'ai ou déjà pas? vu quelqu'un Comment ça j'ai devient un déjà vu enjeu? quelqu'un qui l'a fait. La première ligne, c'était: «Bien sûr, je reformule sans les fautes d'orthographe et avec un ton plus dynamique». C'est un truc de Je l'ai vache, vu, quand même. j'ai vu ça, ah, c'était trop drôle. Moi, je t'ai eu quand même, non? Ouais, Hmm, ouais. Ah, hmm. tu m'as mis le doute pendant une seconde, Est-ce genre: que ce «Non, c'est pas prompt possible». vous... Non, mais je suis trop perfectionniste, je Ouais. t'aurais pas cru. Je pense que c'est l'intention
qui compte, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a fait ma miniature il y a quelques temps. Je dis, oh, tu me l'as fait avec l'IA ou quoi? À chaque fois que je te demande une modif, tu me ponds une miniature totalement différente. Bon. Et en fait, c'est le résultat qui compte. On est d'accord, c'est le résultat qui compte. Mais, est-ce qu'à un moment donné, on va pas quand même être à la recherche de plus d'authenticité? D'accord? Parce que pour moi, il y a deux schémas clairs. Le premier schéma, informationnel. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu vas passer le code, on a toujours des clips en cartoon, en dessin animé, pour t'expliquer peut-être le corps humain, pour t'expliquer un peu la dentition, tu vois, des trucs éducatifs. Maintenant, peut-être que parfois, on a envie de voir une expérience humaine, tu vois. On a envie de voir une expérience humaine. Et c'est là que je pense que l'être humain n'acceptera pas de l'IA, tu vois. Voilà. Si, je sais pas moi, une immersion où j'ai envie de voir quelqu'un, si il a réussi à se challenger, si il a réussi à se rapprocher des volcans ou pas, tu vois. Si on te dit que c'est de l'IA, tu vas dire, bon, c'est nul, tu vois. Mais si tu sais que Hmm. c'est un vrai humain, par exemple, je te donne un exemple tout simple, il y a un contenu que je cautionne pas du tout, mais tu as des mecs qui vont sur des tours, tu vois, et Ok. qui se pendent à une main, et puis tu vois, parfois ils Ah font oui. des flips, c'est très dangereux de jouer avec sa vie comme ça, tu vois. Je me mets Ouais. juste à la place des parents. La prouesse, la performance est spectaculaire, il n'y a pas de souci. Mais je me mets à la place des parents, tu vois, ils ont fait des enfants pour que ils gigotent à 300 mètres d'altitude, tu vois, c'est ouf quand même, tu vois. Peut-être qu'ils se sont investis dans leur éducation, dans, tu vois, payer les études et t'as ton fiston qui est en train de faire des, tu vois. Voilà. Ça, si tu vois un être humain qui fait ça, tu te dis waouh, tu vois. Mais si on te disait que c'était Nia qui avait fait ça, tu vois, tu le prendrais comment? Je te suis Hmm. spectaculaire, non, tu vois, pas du Tu t'en tout. bats les couilles. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis en fait, ça dépend de c'est- contenu basé sur des expériences humaines. On va pas tolérer d'IA, mais tout ce qui est informationnel, on va t'expliquer les planètes, l'astronomie, etc. Oui, évidemment, on va mettre l'IA, tu vois, pour t'expliquer Hmm. un raisonnement. L'IA le fera mieux qu'un humain. Oui, Dans ce cas-là, c'est con de pas utiliser l'IA. ouais, ça c'est clair et net. Voilà. Mais Hmm. je suis persuadé que tu vois, alors il y a un créateur qui est pas mal, iShowSpeed. Je sais pas si tu regardes. Tu connais Le iShowSpeed ou stream, pas? c'est un streamer, lui. C'est un streamer, tu Oui. vois. C'est un streamer. Alors aujourd'hui, il y a quand même une barrière technique très importante, tu vois. Alors pour faire du stream avec un téléphone, c'est bon, tu peux, mais ça va couper quand tu es en mouvement, quand tu changes d'antenne, en fait, tu vois. Mais il y a une Ok. vraie barrière technique pour quelqu'un qui se déplace, tu vois. On peut imaginer demain qu'il voilà, il va y avoir des documentaires, des immersions qui vont être totalement live. Aujourd'hui, déjà TikTok le fait. Là, si on se connecte sur TikTok, il y a des lives, tu vois. Hmm. C'est des lives immobiles. T'es là, l'autre il est en train de montrer son métier en Chine, ce qu'il est en train de faire. L'autre En il est en train de... Thaïlande, dans les marchés, des fois, t'en as qui sont en train de cuisiner dans le petit night market et ils sont en live sur TikTok en même temps pour attirer Exactement, les clients. exactement. Et ça cartonne, tu vois. Ça cartonne, les gens font des dons, etc. Est-ce que- est-ce qu'on pourrait imaginer une version améliorée de ça? Une version dynamique, de reportage. Après, les gens se posent aussi beaucoup de questions quand ils ont une marque personnelle, quand ils font du contenu en leur nom. Hmm. Tu sais, typiquement, bah, des infopreneurs Ouais. qui jusqu'ici vendaient de l'information, sauf qu'aujourd'hui, tu peux plus vendre de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, le marché évolue beaucoup vers le high ticket, justement, Ouais. parce que le high ticket, ça apporte cette dimension humaine que les IA peuvent pas apporter. Et tu vends pas de l'information, tu vends une transformation. Alors, Tu vends un vrai il y en a qui résultat. continuent hein, de vendre ça, de l'information, je pense. Mais Mais il pour faut une moi, marque personnelle forte dans ce cas-là. marque personnelle forte et je pense qu'il faut de l'humain dans ce que tu vas proposer. Tu peux vendre de l'information sur des langues basées sur des expériences humaines, etc. Mais de l'information en tant que telle, non, tu vois. D'ailleurs, il y a plusieurs créateurs. On peut citer des noms aussi ou pas? Non, pas du tout. Si tu veux, pas de souci. Oui, il y a des créateurs. Pour moi, il y a Jean Rivière qui continue de vendre de l'information, tu vois. Ouais, mais tu sais que je lui achète des trucs, des fois, Jean Oui, Rivière. non, non, il est très bien. Moi, j'aime bien, moi. Ouais. Ouais. Et puis, il y en a un qui a switché aussi, comment il s'appelle? Antoine PM, qui a switché, Ok. qui est parti vers le IT Cat aussi, tu vois. Et en Ok. fait, l'IA a flingué aussi Il fait plus de petits produits, alors? bon, Faudra de temps que en je temps, l'invite dans le podcast aussi. occasionnellement, je Ok. pense. Mais je pense que les gens veulent de l'humain maintenant, c'est ça. Ils veulent de Hmm. l'humain. Pour moi, il y a plusieurs grands axes pour se positionner par rapport à l'IA.
Déjà, bon, ça c'était déjà le cas même avant les IA, c'est la marque personnelle. Donc investir sur, son personnage, raconter son histoire, se montrer authentique, imparfait, Mmh. marque personnelle. Deuxièmement, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est format long, donc live et podcast, parce que Mmh. les IA peuvent pas te concurrencer là-dessus. En tout cas pas encore, mais c'est très difficile. En fait, si tu veux, une IA, elle peut faire un contenu, fake comme, là, le grand-père qui raconte sa vie, et les gens se font avoir. Mais imagine garder cette cohérence sur plusieurs années avec une IA. Plus tu avances dans le temps et que tu essaies de maintenir la cohérence, plus la complexité de maintenir cette cohérence augmente de manière exponentielle. Ça Mmh. devient très compliqué parce que tu vas aussi faire du multiformat en tant qu'humain. Tu vas faire des stories, tu vas peut-être faire des événements physiques qui vont donner de la preuve d'humanité. Les gens vont, au bout d'un moment, je pense, être super sceptiques de tout ce qu'ils voient sur Internet parce qu'ils se sont fait avoir trop de fois par des vidéos comme là, les grands-pères. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, ils vont juste chercher de la preuve d'humanité. Prouve-moi que tu existes vraiment dans la vraie vie. Donc pour moi, le live et les podcasts sont un bon moyen déjà aujourd'hui que personne doute que tu sois un humain. Et le troisième axe, c'est le building public. C'est fini l'époque où tu te plantais devant une caméra et tu donnais des conseils sur, tel ou tel sujet, sur la muscu ou quoi. Enfin, tu vois, ça c'est fini. Maintenant, c'est montrer des projets. Montrer des vrais projets de la vraie vie. Donc et raconter, documenter. Parce que déjà quand tu fais ça, tu as pas de concurrence parce que ton projet a priori, il est unique. Moi, par exemple, je documente, de temps en temps, la création de mon SaaS, Tiny Pages. Mmh. Et bah, voilà, ça fait il y en a qu'un, Tiny Pages, c'est unique. Et donc là, ça donne une dimension, en fait, ce que ça fait, c'est que tu sors de la catégorie commodité quand tu fais du building public. Il y en a qu'un comme toi. Tu crées ta propre catégorie, ta propre niche personnelle. Par exemple, je sais pas, si tu es coach sportif, admettons que tu as pour projet de créer ta propre salle. Bah, tu documentes le process, comment tu t'organises, comment tu trouves le matériel, et cetera. Et là, ça intéresse vraiment les gens. Là, ils voient une expérience humaine authentique et pas juste, un mec, planté, devant un mur blanc qui donne des conseils muscu, qui Thibaut InShape le faisait déjà en 2013, tu vois? C'est Mmh. bon, faut évoluer à un moment donné. Ouais. Donc je Ouais. récapitule juste pour moi, marque personnelle, contenu long et building public. Les Ouais. 3 grands axes pour se positionner face à l'IA. Ouais. Faut ajouter aussi que l'IA aujourd'hui, elle s'inspire du contenu, on va dire, généré, du contenu réel. D'accord? Mais on va rentrer dans un système d'autophagie, c'est-à-dire dans quelques temps, il y aura plus de contenu généré par IA que de contenu réel. Et donc, Mmh. certains disent que voilà, ça va être une catastrophe, quoi, parce qu'en fait, tiens, Parce qu'en fait, juste pour expliquer, les IA ont besoin de data pour, s'entraîner, pour que les modèles d'IA s'améliorent, ils doivent être entraînés sur des données. Et hum, si ces données, il y a plus de contenu créé par des humains, parce que, bah, les humains, en font moins ou alors les humains font que du contenu généré par IA, l'IA va être entraînée sur du contenu généré par IA et donc du contenu avec des imperfections, avec des bugs, des trucs bizarres et donc ça pourrait créer une boucle où, de plus en plus, bah, l'IA part en couille, ouais, produit des résultats complètement what the fuck parce qu'elle est entraînée sur du contenu, justement qui dévie de ce qu'un humain ferait. Alors ouais. que ce qu'à la base l'IA essaie de faire, c'est du contenu le plus humain possible. Et je pense que ouais, la priorité, c'est quand même de, voilà, peut-être par rapport au modèle d'entraînement, peut-être faudrait, je sais pas, je pense que l'une de leurs priorités, c'est que ces modèles-là soient basés que sur du contenu humain. Mais à mon avis, ça va Mmh. être difficile de faire la différence. De plus en plus difficile de faire la différence. Tu vois? Apparemment, ils essaient de corriger ce problème-là de l'entraînement des IA avec, de l'IA justement, qui évalue la qualité des données d'entraînement. C'est ce que j'ai Génial. compris. Ouais, Mm. mais il y a des gens qui essaient de corriger ces problèmes-là. Après à voir si s'ils y arrivent ou pas. Non, mais de toute façon, il faut pas trop négliger le live. De toutes les façons, voilà, si quelqu'un a envie de se lancer, il y a rien de mieux pour tester, tu vois, la fidélité de ton audience. Tu vois, si voilà, ils ont envie de te donner leur avis sur quelque chose, tu as leur avis immédiatement. Et je pense que c'est sympa. Et parce que, honnêtement, si tu fais un live, là, tu regardes la plateforme Twitch, par exemple, il y a quand même une culture assez intéressante. C'est que les streamers font des lives, pas de 15 minutes, pas de 30 minutes, pas d'une heure. Ils font parfois, certains, des lives de 8, 9, 10 heures. Imagine le lien que tu arrives à créer après 9-10 heures de stream, tu vois. Tous les jours, tous les Waouh! jours, tous les jours. C'est quand même fort, tu vois. Ouais. Mais Mm. là, c'est un paradigme de création de contenu complètement différent parce que tu t'attends même pas à ce que les gens suivent ton live de A à Z. C'est juste
les gens peuvent se connecter à ta vie n'importe quand. Quand ils ont un moment libre, ah bah tiens, je vais passer 30 minutes sur le live de machin qui est tout le temps en live de toute façon. Ouais. J'avais vu une streameuse qui détient le record de le plus long live ininterrompu. En fait, elle Mm. stream toute sa vie depuis des années et des années, je ne sais pas le nombre exact d'années, mais même quand elle dort, elle est en live. Et elle a mis en place même un système pour que techniquement le live ne s'arrête jamais. Et alors après, évidemment, il y a tous les problèmes de santé mentale que ça engendre, mais Mm. toi, d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton expérience sur le live parce que moi, je m'y mets cette année. Je Ouais. suis pas encore familier, j'ai toujours un peu l'appréhension technique, partager mon écran, j'ai un peu toujours la petite goutte de sueur que Mm. ça va bugger. Mon dernier live, par exemple, j'avais eu l'air d'un con, mais au moment d'arrêter de partage d'écran, heureusement c'était à la fin, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai appuyé sur arrêter le live au lieu de arrêter de partager l'écran. Et du coup, le live s'est terminé, j'étais là, putain, heureusement Oh, c'était ça la fin. m'arrivait. Non, mais il faut pas Ouais. être, tu vois, ça dépend s'il y avait du monde ou pas dans ton live, mais bon, C'est quoi tu, pour toi un bon live? Comment tu fais un bon live? alors, ça dépend sur quelle plateforme déjà, mais un bon live, c'est une bonne interaction avec ton audience, je pense, tu vois, qui réagit. Euh, la culture de chaque plateforme est différente. Sur YouTube, c'est différent. TikTok. TikTok, tu vas avoir beaucoup de cassos qui vont débarquer. Et à un moment, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais là? Tu vois? Qu'est-ce que je fais là? Tu vois, ils vont arriver, ils vont te confronter, ils vont parfois t'insulter aussi. Alors, sur YouTube, c'est plus ton audience. Et sur Twitch, il y a une entraide que j'ai jamais vue ailleurs. Tu vois? T'as besoin d'un admin, t'as besoin d'un modérateur, t'as besoin de quelqu'un pour faire tes miniatures, oui, tu vois? Et en fait, voilà. Et je pense qu'un bon live pour moi, c'est un live, c'est ça, hein, c'est un live qui est facilement revisionnable. C'est-à-dire que ta rediff doit être dynamique. Tu vois? C'est-à-dire que Hmm. tu fais un live pour les gens qui vont regarder un live, mais il faut que ce soit aussi valable pour les gens qui sont. Tu vois? Donc, si tu fais un live comme ça, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, on va attendre, le son est bon, on va attendre que vous soyez. Temps. T'imagines le mec qui se tape la rediffusion? Tu vois ou pas? Donc, je sais plus ça. Donc, quand moi je fais des lives, je pense toujours à celui qui va se taper la rediff et de faire Hmm. que ce soit dynamique. Voilà. Donc, c'est de l'anticipation. Maintenant, j'ai regardé il y a pas longtemps, qu'est-ce qui fait qu'un live est beaucoup rediffusé? C'est l'interaction et le nombre de personnes qui sont là. Donc, plus il y a de l'interaction, plus ton live est projeté. On va dire, plus il va être vu par d'autres personnes. Tu vois, voilà. Plus tu restes, Ouais, si le tu watch restes 10 time, heures de live, non. Je veux dire, si tu fais un live de 10 heures, tu as plus de probabilité que plus de personnes se connectent, te découvrent. Tu bien vois? sûr. Donc, au début, il faut faire des 10 heures de live, etc. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est quand tu fais un live, par exemple sur YouTube, une Hmm. fois que tu termines ton live, est-ce qu'il faut laisser la rediffusion ou est-ce qu'il faut mettre en privé, découper un peu, faire un hook et le balancer sur ta chaîne en vidéo longue? Tu laisses la rediff? Pourquoi? J'ai pas compris. Tu veux. Parce que t'as pas de... Comme tu disais, tu commences les 5 premières minutes, ouais, est-ce que le son est bon, est-ce que vous m'entendez? C'est chiant. Est-ce que tu le téléchargerais pas, tu le mets dans ton logiciel de montage, tu fais un hook et tu le republies, mais en vidéo normale? Est-ce que c'est pas Non, mieux non, pour non, choper non, l'attention? non, 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 t'as pas besoin. Mais tu sais que tu peux, sur YouTube, accéder à l'outil montage et supprimer le début et supprimer la fin, si tu Ça, veux. je savais même pas. Mais Je tu peux savais faire même du pas. montage. Mais si, je te le dis, tu peux faire du montage sur YouTube. D'accord. Bah, Mais je suis oui. même pas à jour, tu vois. Bah, moi, je supprime tout le temps. C'est-à-dire que mes rediffs de live, elles commencent toujours comme ça. Oui, mais c'était pas possible de faire ça. Tu vois, ça commence avec un hook, en fait. Ok, Tu vois? ok, ok, Ouais. ok. Donc, Ouais. non, non, t'as pas besoin de. Intéressant. Ne te complique pas ton process, tu vois. Je t'enverrai la facture tout à l'heure, Emilio. Consultation. Consultation. Oui, oui, bah, il y a l'outil montage. Tu peux supprimer des passages qui te plaisent pas, tu peux supprimer la musique, tu peux Très mute un bien. passage, tu peux remplacer la musique, tu vois. Autre chose, quand tu as une chaîne YouTube, admettons, tu es un créateur de contenu, formateur, tu as ta Mm. chaîne sur laquelle tu fais déjà des vidéos, tu vas évidemment te dire, bon, bah, je vais faire des lives sur YouTube. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à se lancer aussi, par exemple, sur Twitch et Facebook Live ou d'autres plateformes, si tu pars de zéro, ou est-ce qu'il faut juste faire sur YouTube et les autres, on s'en fout parce que personne va les voir de toute façon? C'est-à-dire, si tu fais des lives, si tu as déjà une communauté, si tu Mais personne, tu par vas pas. exemple, tu as des outils aujourd'hui comme Riverside ou d'autres
StreamYard, peu importe, qui te permettent de diffuser ton stream sur plusieurs plateformes en même temps. Oui, Est-ce qu'il y a un intérêt de créer un compte Twitch avec 0 abonné et de streamer dessus, ça va attirer du monde ou pas? oui, tu Ou il peux. faut déjà être connu? Non, tu peux, non, non, tu peux. Ça te coûte rien de toute façon. Tu le fais, Ouais. ça te coûte rien. Restream, tu diffuses ton message RTMP et puis ça diffuse un peu de partout et tu peux même diffuser sur TikTok. Peut-être que tu n'as rien à perdre. Mais à mon avis, il faut quand même toujours garder un focus. Voilà, ma priorité, c'est de faire du contenu pour telle plateforme et puis tu rediffuses sur les Mmh. autres, tu vois. Mais, Ouais. mais ça dépend. Mais en fait, il faut avoir quand même il faut avoir un but précis quand même, tu vois. Il faut pas dire je vais faire du live et puis on verra ce que ça va donner, tu vois. Il faut, je pense, tu vois, moi, au début, Ouais. là, je fais mes lives pour YouTube, mais je me dis que Twitch, il y a un gros potentiel quand même. Tu sais, je me suis posé une question, c'était lorsque je regarde les rediffusions, je me dis, mais pourquoi je regarde une rediffusion? C'est pas du live. Tu vois. C'est pas un live, c'est une rediffusion. Mais pourquoi je regarde? C'est mieux que j'attende le prochain live. Mais en fait, non, parce que tu regardes et tu te dis, ce qui s'est passé dans cette rediff-là, c'est vraiment arrivé. C'est pas mal de se dire ça. C'est une rediff de live, donc c'est vraiment arrivé, tu vois. Et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas Et scripté. Il y a peut-être une connerie qui a été dite, etc. Et l'humain aime toujours euh, entendre ce qu'il n'aurait pas dû entendre. mmh. Par exemple, Ouais, si un ouais, mec ouais. te dit punaise, mais on peut pas dire ça en live, arrête tes cons, et machin, tu vois. Et ça attire l'attention. Et donc, en fait, je me suis surpris parfois à revoir des rediffusions. Et je prépare quelque chose d'intéressant pour 2026. Je vais pas le détailler pour pas spoiler pour mon audience, mais concernant le live, tu vois. Pour moi, ça va être un vrai axe, en fait, les lives. Le live, de ce que j'ai compris, enfin, je pense, hein, c'est le meilleur format pour, fédérer ta communauté, pour les gens qui sont vraiment fans de ce que tu fais, pour avoir une relation privilégiée avec eux. Hmm. Est-ce que, le live, par exemple, sur YouTube, ça peut aussi faire du reach ou c'est seulement pour les gens qui sont déjà là? Du reach, alors je sais pas. Le reach, bah, tu le fais avec Twitch, par exemple. Twitch, Mais il y alors, a tu du sais, reach. Twitch, pour moi, c'est vraiment la plateforme extraterrestre parce que je connais personne qui est consommateur de cette plateforme. Donc pour moi, c'est un monde parallèle Non, et non, je non. ne connais vraiment pas les codes. Ouais, ouais, mais c'est ça le problème, c'est que, tu vois, on est trop confortable dans ce qu'on fait, en fait, tu vois. Et il y a quelques années, je m'étais lancé sur Twitch, c'était pas mal. Moi, je trouve que Twitch, il faut vraiment pas négliger, honnêtement. Euh, on a l'impression que c'est que des gamers, des geeks, etc. Loin de là. C'est des gens, parfois, ils sont au boulot. Et si tu veux, c'est fait, alors, je sais pas si on peut montrer, mais Twitch, en fait, par exemple, Twitch sur téléphone, c'est on scroll. Tu vois, c'est du scroll. Regarde, je vais mettre un live. Tac. Attends. Ok, c'est du scroll. OK, on voit. Tu vois, c'est du scroll. Ah ouais! Tu vois ou pas? Et tu tombes sur des lives, en fait, tu vois. Et c'est comme ça qu'on va te découvrir. Donc, c'est du reach et c'est pas mal. YouTube, je sais pas quelle est leur stratégie. Alors, ils ont quand même des grands créateurs. Il y a iShowSpeed qui est pour moi le meilleur streamer dans le monde. Et lui, si tu veux, il stream avec du gros matos, le moment, caméra, encodeur. Ils ont même, je crois, ils ont comment on appelle ça? Comment il s'appelle le truc d'Elon Musk là, le Starlink, tu vois, un mini Starlink, etc. OK, d'accord. Voilà. Et lui, il a été banni de Twitch il y a quelque temps. Il a été récupéré par YouTube, tu vois. Et quand tu as quelqu'un qui a des millions d'abonnés, là, 50 millions d'abonnés, qui est pris par YouTube comme ça, c'est un gros gain. Donc, à mon avis, ils ont besoin de ce créateur pour se développer la plateforme YouTube, tu vois. Maintenant, YouTube, tu peux faire des dons pendant les lives, tu peux avoir tes fans qui écrivent des messages, tu vois, c'est l'expérience live est beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, je ne connais pas la stratégie de YouTube. Est-ce que le but c'est de concurrencer à Twitch ou pas? Netflix aussi se met au live. Tu as remarqué ou pas? Netflix se met au live. Il y a eu des J'ai combats de pas bots. d'abonnement Netflix, Oui, personnellement, alors je te le dis, mais ils ont diffusé un combat de bots. C'était quoi? C'était Logan Paul, il me semble. Il n'y a pas longtemps, ils ont payé un mec, je ne sais pas combien, 500 000 dollars, je crois, pour qu'il grimpe en free solo, une tour à Taïwan. la Taipei 101, C'est ça? Je crois que c'était en live, tu vois. Et en ouais. fait, Netflix aussi se met en live, tu vois. Donc c'est quand même un format à ne pas négliger. Maintenant, je peux comprendre que tout le monde n'est pas à l'aise au live parce que
avec la liberté d'expression qui est en train de faire ça, le moindre faux pas, tu peux finir en prison, tu vois, si tu commences à dire des conneries. Tu vois? Après, je pense quand même qu'il faut pousser le bouchon assez loin pour que ça t'attire des problèmes. Parce que souvent, moi, vraiment, je tiens à décomplexer les gens par rapport à la création de Non. contenu. C'est que, On a attends, fermé la attends, chaîne attends. YouTube de quelqu'un que je connais, à Ouais, cause non, d'un mais live. d'accord. Non, mais peut-être que tu peux te faire striker, etc. Mais plutôt en termes de vagues de haters. En réalité, Hmm. toi, quand tu es dans une thématique éducative, que tu fais du contenu, alors tu peux évidemment des fois te permettre quelques petits excès, donner des avis tranchés, impopulaires. La réalité, souvent, c'est que tout le monde s'en fout, en fait. Il y a tellement de contenu qui est publié, tellement de gens qui essaient de gesticuler comme des singes pour choper l'attention. Si Hmm. toi, tu dis quelque chose qui, pour toi, tu as l'impression c'est une dinguerie, le plus probable, c'est qu'il y ait que des bruits de grillons et que tout le monde s'en foute et qu'en fait, ça passe complètement inaperçu. Oui, Moi, c'est je m'en vrai. suis rendu compte que j'avais un peu cette crainte-là quand j'ai commencé à faire des lives. Moi, j'avais beaucoup de croyances limitantes, tu vois, pour faire des lives. Pour être honnête avec toi, ça faisait des années que je voulais faire des lives. J'essayais de théoriser la meilleure stratégie, mais c'était un mécanisme de fuite. Tu vois, c'était juste pour pas le faire. Émotionnellement, j'avais une résistance. J'ai pris un coaching avec un préparateur mental, on a travaillé un peu là-dessus et du coup, je me suis lancé le défi. Tu vas faire des lives, c'est parti, une semaine, un live par jour. Juste, j'ai fait un live par jour, à l'arrache, mais déjà, ça m'a décomplexé. Tu vois, d'un coup, je me suis dit, en fait, les lives, c'est cool, les gens sont bienveillants, on peut parler un peu de tout et de rien librement, il n'y a pas de jugement, les gens c'est une bonne vibe. Et Ouais. c'est vrai qu'au début, Mais je croyais tu peux qu'il fallait faire t'exercer sur attention. TikTok, par exemple. Tu crées un compte. TikTok, je m'en fous. Non, mais tu t'exerces. Je veux dire, là, ça Tu vois, aurait le, été le pertinent. Le problème, podcast, ça aurait été pertinent qu'on le fasse en live, tu vois, parce qu'on a pas mal parlé de live on pour pourrait. illustrer le. Ouais. Ouais. Mais TikTok, je pense que j'aurais du mal à respecter l'audience parce que, enfin, tu vois, je veux dire, les gens qui scrollent TikTok toute la journée, c'est pas du tout ma cible. Ouais, c'est Et si clair. c'est des gamins qui arrivent à me dire, oh, trop rigolo, je sais pas quoi, oh, il a Ouais. une tête bizarre, ça, tu vois, Non, mais à un moment ça donné, donne pas envie de continuer. il faut avoir le don, la capacité à maîtriser. Tu vois des messages un peu bizarres, tu ignores. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir deux, trois tentatives de troll, mais le gros mouvement, la grosse foule va suivre ton sujet, en fait. Voilà. Si ils Hmm. suivent pas, ils se barrent, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, Bah, ah oui, j'ai capté un truc aussi. Le live t'apprend une compétence énorme, c'est de meubler. C'est de combler les silences. Tu vois? Quand tu es en live, si tu fais ouais. un live de 2 heures, tu apprends. Et donc, en fait, le jour où tu vas shooter une vidéo, il y a l'effet anti-caméra que beaucoup n'arrivent pas. Comme débutants, ils se disent, ouais, mais ça me paraît pas naturel de parler à une caméra, ça me fait bizarre, c'est un objet, je lui parle, j'ai l'impression ouais, d'être un con. En fait, le fait de faire un live, de faire des lives, tu vois, tu parles à des vrais humains derrière, ensuite tu prends ta caméra, bah, tu peux parler, exprimer des opinions, tu vois. T'imagines un personnage, en fait, tu vois. Ça te vaccine contre le perfectionnisme en vidéo. Ouais. Hmm. Je l'ai ressenti à fond, ça aussi. Moi, Ouais. pendant longtemps, faire des vidéos, il fallait que tout soit contrôlé, avec des cuts de partout, des zooms, des b-rolls. Et en fait, c'était vraiment ces croyances qu'il faut que ce soit comme ça. C'est Ouais. comme ça que ça va marcher. Et Alors qu'en fait, non. maintenant, toutes les caméras DJI Osmo 3, par exemple, comme celle-ci, elles font des lives. Avec l'appli DJ Mimo, tu peux te connecter Comment en live. ça? Bah, elle fait des lives, celle-là. Tu connais cette caméra? C'est-à-dire, tu peux la connecter direct à Twitch et YouTube? Comment Sur ça l'appli? marche? Oui, tu peux faire un live Ah avec ouais? ça. Oui, Ok. tu vois. La action. Attends, où est-ce qu'elle est, mon autre caméra? Je vais te la montrer. Elle est pas là. Où est-ce qu'elle est? Regarde. Regarde, ne bouge pas. Ok? Je vais te montrer ça. Je sais pas si on la voit ici, là. Regarde. Tu vois ça ou pas? Ça, c'est une caméra, tu vois bien. Elle se Ok. connecte tout de suite. C'est une caméra de live. Oh. Holyland. Tu vois ou pas? C'est une Ouais, j'ai jamais caméra. vu cet objet. C'est pas. C'est un ovni, c'est quoi? C'est une caméra pour faire des lives. Tu Ok. vois? Voilà. Tu la branches et quand tu mets on, ça. Voilà. Je pense que dans les dispositifs du futur, on va avoir des caméras. L'avenir d'une caméra, c'est une caméra où tu branches, elle va faire un live. En fait, aujourd'hui, dans le process d'un créateur, c'est quoi? On va shooter une vidéo. On sort, on shoot une vidéo. OK? Euh, et ensuite, une fois que tu as fini, tu sors la carte mémoire.
tu la mets dans l'ordi, tu vas faire ton montage, tac, 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 etc. pour qu'il y ait un résultat final. Moi, je pense, ok, la suite logique, c'est que tu termines de faire ta vidéo, d'accord? Tu sors pas de carte mémoire, la mémoire à l'interne, il va y avoir un transfert automatique sur un cloud ou je ne sais quoi, et ta vidéo va s'uploader. C'est la suite logique. Et en fait, Hmm. et, et le summum de tout ça, c'est quoi? C'est le live que tu as diffusé, en fait, c'est ça. C'est le live, Ouais. en fait, tu vois. C'est ça le summum où il n'y a pas de montage. Parce que la grosse friction aujourd'hui, qui embête beaucoup de monde, c'est le montage. C'est aussi de prendre ta carte mémoire. Et puis après, attends, ce rush-là, je l'ai mis dans notre carte mémoire. La carte mémoire, elle est pleine, tu vois. Et ça fait beaucoup de friction. Et le summum, en fait, c'est le live. Et toutes les caméras du futur, à mon sens, regarde, ça existe déjà, en fait, hein. Mais Ouais. toutes les caméras grand public, elles seront équipées d'une fonction live. Voilà, tu shootes live et tu choisis ta plateforme, Twitch, YouTube, et ça part en live. En fait, le nouveau paradigme, c'est d'abord, je publie mon contenu, en tout premier, je le diffuse, et Hmm. après, je fais du montage, du repurposing avec des shorts, des machins, mais à partir du contenu qui existe déjà et qui est déjà visible pour les gens. Au lieu de se dire, je vais travailler à partir de rush brut, ça va être dégueulasse, on va envoyer ça au monteur, ça va coûter une fortune pour Hmm. pouvoir faire un contenu léché. Là, c'est l'approche inverse, en fait. Et Exact. moi, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent parce que Hmm. tu peux, en vrai, tu vois, là, j'ai commencé à bosser avec des clippers qui me font des Les shorts à clips, ouais. partir de mes formats longs. Et les résultats sont très bons. Franchement, à partir de live que j'ai fait, tu peux isoler des moments. Évidemment, tu vas pas tout garder. Tu vas enlever certaines phrases de remplissage ou des mots qui, Hmm. qui, qui peuvent être dégagés. Mais tu peux te retrouver avec un très bon hook, avec quelque chose de très dynamique, juste par la magie du montage derrière, sur un contenu qui est déjà existant. Et t'as pas besoin de te faire chier. Comme moi, à l'époque, quand je faisais des lives, pardon, quand je Les faisais des shorts. shorts, tu sais, j'ai fait, à un moment, j'étais viral. Le premier mois, j'avais fait 41 millions de vues, en 30 jours en août 2022. Après, sur les 6 prochains mois, sur les 6 mois suivants en tout, j'ai fait 150 millions de vues. Et le truc, c'est que je faisais des shorts natifs. J'enregistrais d'abord et après je montais. C'était pas Hmm. du repurposing. Alors ça peut être une stratégie différente, si c'est ton canal de base de faire des shorts. Mais après, si toi, tu as pas envie de te prendre toute cette charge mentale de faire, du contenu dans plein de formats différents et franchement, il faut aussi s'avouer que c'est énormément de travail de créer Non, du contenu ouais, c'est et beaucoup de si travail. tu veux faire tous les formats, en natif, c'est impossible à tenir, à moins que tu aies une équipe énorme. Donc le plus simple, en réalité, le plus minimaliste, moi, ma chaîne, elle s'appelle Business Minimalist. On va vers les stratégies qui apportent le plus de résultats avec le minimum d'efforts. Bah, c'est tu fais ton live, tu es toi-même, tu es naturel, tu te détends, tu passes un bon moment avec les gens ou alors podcast, là, comme on est en train de faire. Pour moi, c'est vraiment les 2, live, podcast. Donc tu fais ça Et comme les podcasts, matière hein. première brute Même les et podcasts. après, tu clips. Ouais. Emilio, je pense que même les podcasts, c'est, tu vois, on peut toujours s'accorder la liberté de supprimer tel passage ou tel passage. Tu vois? Bien sûr. Voilà. Donc en fait, pour moi, le podcast devrait être en live, en fait, normalement. Mmh. Je parle d'un vision future, tu vois. Parce qu'en fait, c'est la meilleure copie de la réalité. Imagine que ton audience, là, demain, ils vont prendre un café avec toi, d'accord? Et puis, à un moment donné, ils ont envie de te revoir. Parce qu'ils préféraient te revoir lors d'une vidéo ou d'un live, tu vois. Je pense qu'un live serait plus proche de la réalité, de ta version à toi, de la réalité. Et voilà. Mais un podcast en live serait pas mal. Hmm. Tu sais Je que j'y ai t'invite, pensé. je t'invite sur ma chaîne. Bah, franchement, je suis chaud. J'en avais fait un l'année dernière avec, un pote entrepreneur qui m'avait invité sur un groupe Facebook. On avait fait un live et au début, je savais pas que c'était un live. Donc je Hmm. me suis dit: «Oh putain, il faut que je performe là tout de suite, il y aura pas de montage». En fait, ça s'est très bien passé et ce qui est très cool quand tu fais ça, c'est que les gens interagissent. Tu vois, c'est comme là, on est en train de discuter. Ça se trouve, en même temps, tu aurais un chat qui s'affiche, on peut le lire, il y a des questions pertinentes et là, je te dis: «Tiens, il y a, machin qui, te pose cette question-là» et on rebondit et là, ce n'est plus juste toi et moi qui discutons. C'est toi, moi et l'audience Regarde, et c'est encore plus dynamique, en fait. tu sais ce que c'est ça? Je vais te montrer autre chose. Tu sais ce que c'est ça? Alors, Ça s'appelle une YOLOBox. C'est pas un iPad, hein, c'est une YOLOBox. Tu peux brancher 4 caméras ici et c'est pour faire des OK lives. et toi, tu as vraiment poncé le truc en termes de Non, hardware. Tu sais, moi, mes lives, c'est la caméra frontale du iPad, hein, je non, m'en bats les couilles. mais là, je peux faire des lives en 4K, 1080p, en 4K carrément. Parce que moi, je parle de live qualitatif quand même, tu vois. On peut faire des lives comme ça avec le téléphone, etc. Mais si tu as envie de faire un live avec une caméra,
Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Tu peux faire des lives en extérieur. Et en fait, j'ai un projet. Bon, j'en ai pas encore parlé, mais le projet, c'est de faire le tour de la Thaïlande. Tu vois, c'est de faire plusieurs villes de la Thaïlande, le nord, l'est, le sud, le centre. Faire ça en live. Voilà. Waouh. Un live très très poussé de plusieurs heures par jour, en fait. Pour. J'ai l'exclu là. On a l'exclu sur le Ouais, c'est podcast une là. exclu, ouais, c'est une exclu. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. C'est pour ça que je suis en train de m'y mettre à fond. Et puis les lives ici au studio, bah, j'en fais assez régulièrement, une fois par semaine aussi. Je fais ça les dimanches. Nous, on est en Thaïlande, donc c'est pas très pratique en termes de d'horaire, tu vois. Ouais. Mais tu peux faire à 15 heures, 16 heures. Voilà, c'est un live matinal, c'est pas grave, tu vois. C'est pour ça que les mecs qui sont à Dubaï, ils ont un léger avantage par rapport à ça. C'est vrai. Hmm. Moi, mes lives, je les fais à 11 h heure française. Ça fait 17 h Thaïlande. C'est un bon compromis le dimanche. Le dimanche, c'est le jour où les gens sont plus disponibles, Ouais. comparé au jour de la semaine où là, si tu veux le faire en fin de journée, là où les gens sont dispo, ici, ça fait quoi? 2 h du matin, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas top, ouais. Sauf si t'es un oiseau de nuit, mais il faut un bon éclairage pour compenser l'absence de lumière naturelle. Hmm. C'est clair. Du coup, Sabri, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de conversion derrière. Donc là, c'est super intéressant. On a fait vraiment un tour du format live. Euh, mais derrière, ensuite, toi, concrètement, déjà, quel est ton modèle? Qu'est-ce que tu vends? Et alors, tu vends des services d'expatriation, c'est ça? Alors, je suis sur deux créneaux en fait. Je suis sur le créneau de l'expatriation, c'est du high ticket, c'est des accompagnements high ticket. Et aussi, depuis quelques mois, on accompagne des gens qui veulent se lancer, qui veulent lancer un business, qui ont une passion, qui veulent lancer un business, créer une chaîne YouTube en fait. Voilà, on a appelé ça YouTuber Pro. Donc, les gens qui veulent se professionnaliser sur YouTube en fait. Voilà. Ok. Donc, c'est deux choses différentes. Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que il y a des personnes qui ont les fonds nécessaires pour s'expatrier. Et puis il y a ceux qui me contactent, qui veulent s'expatrier, mais qui sont coincés dans le salariat. D'autres qui n'ont pas les moyens, on va dire, de s'expatrier. Eh ben, j'ai mis ça en place pour les aider à mettre en place un business en ligne. Et comme je suis un fervent défenseur de YouTube et je crois que YouTube c'est la meilleure plateforme, eh ben, j'ai monté un accompagnement pour accompagner ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Alors, j'ai une question. Alors, toi, tu fais partie des rares créateurs, infopreneurs, formateurs qui ont quand même une grosse audience. Tu fais beaucoup de vues, hein, tu Mm. fais des millions de vues sur Facebook, sur YouTube, etc. C'est une configuration dans laquelle tu peux te permettre de très bien gagner ta vie avec des formations low ticket. Et souvent, on va conseiller aux petits créateurs de ne pas faire de low ticket parce qu'ils sont trop petits et justement d'aller faire du high ticket parce que là, ils ont un avantage justement d'être beaucoup plus nichés et de pouvoir aider une petite audience et gagner bien leur vie avec ça. Mais toi, tu as quand même, parce que je sais que tu as lancé aussi des formations low ticket, Mm. pourquoi alors avoir abandonné le modèle low ticket pour le high ticket malgré ta taille? Euh, En fait, le truc, c'est que ça dépend de la niche, d'accord? Ça dépend de ta niche. En fait, quand tu es dans une niche, tu peux aborder, tu peux circuler un petit peu autour de ta niche, mais tu peux pas trop t'éloigner de ta niche, tu vois? Euh, Ceux qui parlent, par exemple, du copywriting, ils peuvent parfois te faire une formation sur le tunnel de vente, etc. Mais dès lors qu'elle s'éloigne, elle commence à parler d'autre chose, c'est mort. Pour moi, si tu veux, euh, dès que je fais des formations sur la Thaïlande, sur la langue thaï, sur l'expatriation, ça marche. Mais si tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau, ça marche un peu moins. Tu vois, Hmm. je veux pas entrer dans le détail. Et l'autre inconvénient de lancer des petits produits, c'est qu'en fait, avec les mails, en fait, tu es obligé de contacter tout le monde. Il y a plein de gens qui ne seront pas intéressés par ça. Tu vois, il y a qu'un petit pourcentage. Donc, en fait, quand tu fais le calcul, peut-être que parfois, il vaut mieux prendre 5, 6 clients en étiquette que de devoir refaire tes process de vente, etc. Parce qu'il faut créer des petits produits quand même. Tu vois? Ouais. Voilà. Et d'autant plus que maintenant, ça, c'est en train de s'effondrer. Je veux dire, on le voit un peu de partout. Tu vois? C'est en train de s'effondrer. Donc, pour toi, l'IA est en train de défoncer le modèle Oui, low oui, oui, ticket. depuis longtemps déjà. Oui, oui, c'est clair. Oui, Ouais. oui. Pour moi, le problème du low ticket, c'est la commoditisation. Tu vois déjà que, alors même sans rentrer dans l'IA, tous ces trucs-là, tu Mm. vois il y a de plus en plus de niches où tu as des créateurs qui arrivent et qui font des formations gratuites. Ils te balancent des formations de 3 heures en mode vidéo YouTube.
Hmm. Tu regardes, je sais pas, formation copywriting, formation e-commerce. Alors évidemment, ça commence surtout sur le marché anglophone, mais même en francophone, tu commences à en avoir qui défoncent des marchés avec, où tu as t'en as qui vendaient des formations vidéo. Bah, eux, ils font les mêmes formations vidéo, mais gratos sur YouTube, et ils utilisent ça comme positionnement. Ok. Et en fait, c'est pas con, ça cartonne. Ouais. Mais c'est juste pour montrer à quel point l'information brute devient une commodité. Et ce Hmm. qui compte de plus en plus, ça va être la transformation que tu arrives à faire obtenir tes clients. Ouais, et puis quand tu achètes une formation, je pense que tu achètes aussi un peu l'incarnation, tu vois, Mm. l'incarnation de la personne, en fait, tu vois. Il faut que la personne, euh, tu vois, elle l'incarne, que ce soit une extension voilà, de ce qu'elle raconte, qu'on voit qu'elle a déjà expérimenté, qu'il y a un storytelling derrière, etc., tu vois. Donc, un nouveau qui arrive et qui vend des formations, il essaye de le rater un petit peu, mais au final, tu vois, pour que quelqu'un t'achète, il faut qu'il t'ait suivi, qu'il te fasse confiance, tu vois. Là, les gens qui ont déjà lancé des formations, vous savez très bien de quoi je parle. C'est que, voilà, c'est pas parce que tu passes bien la caméra, que tu parles bien, qu'on va sortir la CB, on va acheter, tu vois. Il faut que la personne, elle ait quand même quelques heures de contenu avec toi pour qu'elle décide de se dire, tiens, ce mec-là, il incarne bien. Et puis, oui, il y en a d'autres qui font la même formation, mais je préfère lui parce que lui, il utilise des mots que j'aime bien. Tu vois, il fait pas Mm. le théoricien ou celui qui s'exprime très bien, etc. Non, il utilise un langage qui moi, me parle. Voilà. Ouais. Et j'aimerais bien avoir la même vie que lui, etc. Ou j'aime bien sa simplicité, tu vois. En fait, il y a plein d'autres choses, en fait. C'est pas que la formation, tu vois, je pense. Hmm. Donc, tu as deux offres. Tu as celle sur l'expatriation et celle sur monter un business avec YouTube. C'est Comment ça. tu délivres concrètement? Est-ce que c'est toi qui fais les accompagnements? Est-ce que tu as une équipe? Alors, j'ai une équipe, mais je participe. Je participe, je suis obligé de participer parce que, alors, c'est quand même on va dire, c'est des pensées limitantes. Peut-être que voilà, certains veulent tout déléguer. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de tout déléguer. J'ai un partenaire qui va s'occuper de tout l'aspect business, création de site, tous les tunnels de vente, tous les mécanismes en fait de business. Et euh, et puis moi, je suis là pour tout ce qui est création de contenu, YouTube. Voilà. Hmm. Ça fonctionne par des lives hebdomadaires. Il y a des groupes, il y a une communauté aussi. On a une communauté sur School, tu vois. Donc les membres peuvent poser leurs questions. En fait, voilà. Et le but, c'est de les emmener à lancer leur business très rapidement. Ok, Voilà. super. Mais c'est pas délégué à. Je pense pas que. Tu vois. C'est vrai qu'avant, il y a beaucoup de créateurs qui veulent, entrepreneurs qui veulent tout déléguer quand même. Parce que tu te dis, bon, moi, je suis tranquille, je trouve quelqu'un, mais ça perd de sa notion humaine. Tu vois. Si, imagine ton audience t'achète un accompagnement et puis il te voit jamais. Hmm. Je sais Ouais, pas, montrer que tu es là, que tu fais partie du processus, montrer que t'es là, oui. T'es pas obligé même si c'est d'assister. pas assurer tout, leur expliquer sur quel bouton cliquer, ces trucs-là, tu peux les déléguer ou faire des formations, des vidéos. Parce qu'aussi, Hmm. je vois de plus en plus que le modèle qui marche quand tu fais des offres high ticket, c'est tu vas aussi, par exemple, avoir une partie formation avec des vidéos qui expliquent les basiques pour pas avoir à tout le temps répéter la même chose. Ouais, C'est, on a disons, ça des aussi. offres un peu plus C'est hybrides. important. C'est important ça Ouais. aussi. C'est important. C'est important. En fait, il faut un cumul. Il faut les modules vidéo, c'est important. On a mis plus de, je crois, 30 heures de vidéo. Et puis, après, ça ne veut rien dire, un nombre d'heures de vidéo. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est quand même un facteur marketing qui aide à vendre. Tout le monde le met, tu vois. Mais Hmm. si t'es pas capable de résumer une problématique, c'est que, tu vois, comme certains qui font des formations, oui, on a 250 heures de vidéo, ok, mais Quelle horreur, quelle horreur. j'aurais fini, j'aurais 70 ans, ok, bon, Bah ça, tu vois. c'est une raison de fuir. Moi, je vois ça, c'est red flag, hein. Je me casse. Ouais, ouais, c'est là. J'ai pas ton temps, frérot. Ouais. Non, le mieux, c'est quelqu'un, en fait, qui a compris, en fait, ta subtilité, qui est déjà passé par là. Il va te dire, écoute, perds pas ton temps, fais ça. C'est pour ça que toi et moi, parfois, quand on se voit, on échange sur des sujets. Je comprends ta petite problématique. Je te dis, il y a tel outil là qui pourrait t'aider pas mal. Et puis toi, vice-versa, tu me dis non, moi je fais ça. Tu vois. Et en fait, en 2-3 minutes, on arrive à résoudre un truc qui nous aurait pris parfois beaucoup de temps, tu vois. Voilà. Hmm. Parfois, tu as des informations que tu obtiens qu'après une analyse, que la personne ait compris vraiment ton problème. Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, plus personnel. L'année dernière, tu es devenu père, donc Hmm. maintenant tu as un gamin. Concrètement, quand
tu es un entrepreneur, créateur de contenu avec plein de projets en parallèle, que tu as de l'ambition. Comment ça a changé ton quotidien? Le quotidien, c'est que tu passes au second plan. Et ça, en fait, évidemment, pas mal d'amis m'ont averti sur ça. M'a dit, tu verras, le jour où tu auras un enfant, voilà, c'est une belle chose. De toute façon, c'est la plus belle chose qui arrive à un homme, tu vois, d'être papa, je pense. Et ça dépend des gens, mais je pense que c'est l'une des plus belles choses. Mais après, clairement, tu passes au second plan. Tu passes au second plan, c'est que tu n'es plus prioritaire. Et, euh, et en fait, tu as aussi une redescente d'ego, tu vois. T'as plus d'ego, tu vois. En fait, t'as qu'une envie, c'est que de mettre à l'abri ta famille, ton fiston, et puis que tout se passe bien, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà, ça, c'est Et pas mal. émotionnellement, comment tu te sens aujourd'hui comparé à avant? Est-ce que tu es plus serein? Est-ce que comment ça a évolué, ton état Ah, d'esprit? d'accord, ok. Tu veux me faire dire des choses. Je t'étais plus ça. Dire non, je suis pas sûr. En fait, tu apprends une chose, c'est que tu sais, quand tu as un enfant, l'enfant est très dépendant de toi. Il a besoin de toi. Donc, si toi, t'es pas là, si la maman n'est pas là, eh bien, qui va prendre soin de lui, en fait? Tu vois, personne. Il est à Mmh. l'abandon. Donc, en fait, ça te remet en question. Tu te dis, je dois prendre soin de moi. Je dois avoir mené une vie sans trop de risques. Tu vas te dire, je vais éviter de prendre des risques inutiles. Tu vois, par exemple, des voyages inutiles. Tu te dis, allez, je prends mon sac à dos. Je me suis toujours dit, un jour, je prendrai mon sac à dos. Plus tard, quand j'aurai des enfants, ou un enfant, ou peu importe, hein, ben, je prends mon sac à dos et je me barre je fais le tour de l'Amérique du Sud. En fait, là, je me dis non, Ouais. impossible à faire. Tu vois, mais je me suis toujours dit, bon, c'est pas grave, il restera avec sa maman, etc. Mais en fait, non, tu peux pas. C'est juste, Tu as envie de rester? en fait, tu as envie, c'est ça le truc. C'est que tu Ouais. peux partir, je peux partir, on va s'organiser, etc. Mais en fait, non, ta responsabilité, c'est d'être là auprès de ton enfant, ta famille, et c'est pas de, tu vois, voilà. Après, c'est juste mon avis, hein. Je pense que certaines personnes ont peut-être voilà, une opinion différente de ça. Mais Ouais, bien sûr. hum, OK, super. voilà. Avant de terminer, j'ai un dernier petit rituel, c'est la mitraillette de questions. Donc c'est des petites questions que je t'envoie dans la gueule, tu as 60 secondes pour répondre à chacune, spontanément. Est-ce que tu es chaud? Non. Mais vas-y, Non? vas-y, vas-y. Bon, bah, on Non, vas-y, skip vas-y. alors, tant pis. Non, non, non. OK. Je déconne, vas-y. Quel est le dernier livre qui t'a marqué, Sabri? Le dernier livre, Influence et manipulation. De Robert Cialdini, un classique. Hmm. Est-ce que tu as une citation préférée? Honnêtement, non, j'ai pas de citation. C'est une citation qui met en avant une marque. Alors, on va pas le dire, mais c'est just do it. Fais-le. Ne te pose Ouais. pas trop de questions, etc. Tu vois, voilà. Bouge-toi le cul. Ouais, c'est juste fais-le. Faut pas trop parler. T'as des mecs parfois qui parlent, mais pourquoi tu parles? Fais, après, viens, on va parler, tu vois. En fait, voilà, je suis en train de développer une application, un truc révolutionnaire. Non, mais fais ton truc, après, viens, on va discuter. Mais ça sert à rien de parler pendant 5 6 heures. Et puis, tu vois, en fait, on connaît, on a tous un ami comme ça dans notre entourage. Sabri, quelle est la chaîne ou le podcast qui t'apporte le plus de valeur en ce moment? La chaîne, j'aime beaucoup Colin and Samir. OK. Un podcast, tu vois, Qu'est-ce qu'ils font en une ils parlent phrase? de créateurs, ils invitent parfois MrBeast, ils ont invité iShowSpeed, voilà. Ils parlent un peu de création de contenu, de l'avenir, de tout ça. Et puis sinon, j'aime beaucoup MKBHD, tu vois, celui qui parle tech. Mmh. Ouais, Ouais, j'aime bien pas aussi. mal du tout. Ouais. Si tu devais passer le reste de ta vie dans une ville, tu choisirais laquelle? Le reste de ma vie dans une ville. Ouais, une Ok. seule. Ce serait Annaba, une ville où j'ai grandi, en Algérie. OK, très bien. Est-ce qu'il y a une application ou un logiciel qui simplifie ton business, que tu as Euh, découvert récemment ou que tu trouves particulièrement utile? Ça peut être un petit truc, ça peut être, quelque chose de plus important, mais j'ai le une droit de petite dire recommandation. ChatGPT? Bon, c'est un peu Non. nul pour les gens, mais si tu as que ça en tête, Ok. parce Un que toi, tu es outil. monsieur outil quand même, tu es monsieur outil, tu m'as Ok. fait Un découvrir plein de outil qui trucs. a. Ben, l'outil Europurpose, il est pas mal. Et puis après, tu as d'autres outils comme Metricool. Euh, ouais. Repurpose.io
pour reposter le contenu d'une plateforme à l'autre, c'est ça? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Sans que Ouais, tu aies rien à faire. Hein. C'est ça qui est bien. ouais. Ça marche avec des flux. Ouais. Tu utilises toujours celui-là alors? Je l'utilise toujours, mais il faut faire attention parce que ça, on voit les métadonnées en fait. Donc les Hmm, plateformes savent que ton contenu vient de TikTok par exemple. Facebook ok, sait que ton contenu vient de TikTok. Donc ils s'en foutent un peu. Maintenant, ils s'en foutent un peu. Mais il y a quelques temps, ils bloquaient le reach un petit peu, tu vois. ok. Mais maintenant, les plateformes savent très bien que si tu postes sur TikTok, le même contenu est là et est partout en fait, tu vois. Et ce serait Et bête ça de n'a, pas en faire. ouais, ça n'a aucun sens de te restreindre, Oui, en mais fait. avant, ils voulaient l'exclusivité. On se battait pour ça. Ah, Ils pensaient qu'il allait peut-être avoir une part à la Highlander, un seul survivant. Mais en fait, non, bah, ok. tu es obligé de poster de partout maintenant. Ouais, toutes les plateformes coexistent Ouais, il et y a de la les place pour créateurs tout de le toute monde. façon veulent maximiser leur reach. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a un objet ou un gadget qui améliore ton quotidien? Un objet ou un gadget qui améliore mon... J'aime beaucoup mon iPad, pour être honnête. Ouais? Ouais, c'est l'iPad. Mais par contre, je suis passé où, tu vois, voilà. J'ai besoin. Ah, ah, Voilà. Ça, on en a déjà on est parlé. Hein. ensemble. Voilà, on est ensemble. Ouais. En fait, j'ai l'impression que quand tu fais le mouvement d'écriture, etc., tu vois, avant, moi, quand j'étais à la fac, c'est que j'écrivais toujours mes cours pour les mémoriser, je lisais pas. Je les réécrivais, tu vois. Et je pense que ton cerveau enregistre ces mouvements-là, tu vois. Et je sais pas, tu peux mieux assimiler l'information, etc. Ça. Parfois, j'arrive à réécrire comme ça, à reproduire les mouvements, comme si je m'étais entraîné et tu vois, en examen et tu réécris, tu vois. Alors que tu sais pas Ouais. ce que t'en. Voilà. Ça sonne bizarre ce que je dis. Je suis pas bizarre, je vous rassure les gars. Mais c'est voilà, le fait d'écrire, tu assimiles. C'est une, on va dire, comme sens, on fait appel à, à la vision et on fait appel au toucher aussi. Voilà. Donc c'est une combinaison de sens qui fait que ton cerveau mémorise mieux. Je pense, hein. C'est la connexion main-cerveau. Il y a des réseaux de neurones Ouais, qui mais je vais s'activent chercher là, je vais me spécifiques. pencher tout à l'heure sur ça. Sur ChatGPT, on va essayer de trouver l'explication. Mais Ok. c'est pour ça que quand tu écris quelque chose, elle est implantée là, tu vois. Et le fait, parce que l'iPad, en fait, t'écris tout, n'importe quoi, tu réfaces. Il m'est arrivé un truc de dingue, hein. Emilio, tu vas rigoler. J'ai écrit un truc et hier, j'ai essayé de l'entourer, je voulais le déplacer. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Ah, tu Alors, utilises trop l'iPad, toi. je t'assure que je voulais le déplacer. Je dis, oh mince, Ah ouais, où ce je serait voulais bien, l'air. ce serait bien, hein. Moi, j'avais même essayé à un moment donné de faire avec des post-it pour pouvoir déplacer des trucs, tu sais, mais au final, il s'éparpille partout, c'est pas terrible. Non, c'est pas Ouais, terrible, c'est pas terrible. il y a des avantages et des inconvénients au Ouais. papier. Moi, je combine le papier avec une app de notes. Et en fait, l'app de notes, elle me permet de stocker toutes les tâches pour plus tard, pour le futur, que je vais mettre plus tard dans mon carnet. En fait, Mhm. ça comble la faille du papier qui est que le papier n'est pas idéal pour stocker de grandes quantités d'informations. C'est clair, je suis d'accord. Ok, Sabri, question suivante. Quelle a été ta meilleure décision sur les 12 derniers mois? Sur les 12 derniers mois, ma meilleure décision, Ouais, j'ai pas pris de grosses décisions. ok. Ah, ok. Si, sur le plan business, parfois il faut pas forcer. Alors, je fais des collaborations avec certaines personnes, on va dire. Euh, Parfois, on veut trop essayer de réparer. Tu vois, en fait, des collaborations, je me rends compte que parfois, quand ça ne marche pas, ben, il faut laisser tomber, tu vois. En fait, quand tu partages pas la même vision avec des collaborateurs, il vaut mieux lâcher l'affaire. Parce que parfois, on s'associe à des personnes sur un business. Sauf que le business, pour toi, il est prioritaire, mais pour la personne avec qui tu t'es associé, il est en level numéro 3, il n'est pas prioritaire en fait. Il est, Hmm, tu vois, il est en position. Tu vois. Et en ouais. fait, ça ne va pas matcher parce que la personne va oublier des rendez-vous, elle va oublier certains aspects, certains délivrables, tu vois. Et voilà. Donc en fait, parfois, il faut pas confondre détermination et obstination. Voilà. Même si Hmm. tu es déterminé à quelque chose, voilà, il vaut mieux arrêter. Tu dis à la personne, écoute, on arrête là. Et voilà. Donc pour moi, c'était de me séparer d'une personne avec qui je travaillais. Et puis voilà, c'était d'une des meilleures décisions parce que juste après, j'ai rencontré personne plus compétente et avec qui on fait de bonnes choses. Mm. Ok.
Quelle est l'habitude la plus importante dans ton quotidien? Maintenant, Ouais. c'est personnel, mais ça va être le fiston, évidemment. Passer du temps avec ton Ouais, fils. ouais, ouais. Sorti, La question suivante, je pense que tu vas mettre la même réponse. C'est qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Ça doit être ça aussi. voilà. C'est c'est simple, hein. Hmm. Super. Ouais. Bon, Sabri, où est-ce qu'on renvoie les gens qui seraient intéressés par ce que tu fais? Sur ta grosse chaîne ou peut-être est-ce que tu as une chaîne secondaire aussi, il me semble? La chaîne secondaire, Sabri Taille Business, en fait. Voilà. Ouais. Sabri Taille Je la Business. mettrai en collaborateur sous Ouais, cet pas de souci. épisode. Ouais, pas de souci. C'est cool. Et puis, je t'inviterai à faire un podcast aussi. On refera. On a parlé du live cette fois-ci. Peut-être que la prochaine, sur ma chaîne, on pourrait parler de euh, productivité. Voilà. Ah Et bah, peut-être avec grand de. plaisir. Là, tu Voilà. peux me lancer pendant des heures là-dessus. Voilà. Productivité. Et puis, comment faire aussi pour sortir de toutes ces addictions qui pourrissent le quotidien. Parce que moi-même, je tombe dans le piège, etc. Tu vois. Si j'avais pas le Hmm. téléphone, je pense que je serais beaucoup plus productif. T'as l'impression qu'il y a une urgence, en fait, que quelqu'un va t'appeler, qu'il y a un truc important, machin, alors que tu peux le poser pendant 3 4 heures, le téléphone, il va rien se passer, en fait. Ouais. Merci, Emilio. C'était cool, en tout cas, d'avoir échangé sur plein de Très sujets. content d'avoir eu cette discussion. Je pense que les gens vont aussi Pareillement. apprécier. Allez, à plus! Ciao, ciao. Petit rappel avant de te laisser, si t'as apprécié cet épisode, j'ai rassemblé toutes les pépites qui ont été partagées par Sabri, mais aussi par les précédents invités du podcast, dans une fiche pépite qui est gratuite, avec les livres, des citations, des outils, des hacks, des conseils, toutes les petites pépites croustillantes que nous ont partagées les invités. Pour y accéder, c'est gratuit, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder à la fiche pépite.